Salut tout le monde, c'est Critflix qui revient, une fois de plus avec distance entre mon acolyte et moi, mais ça ne nous empêchera pas de vous faire le point sur les news du moment, de vous donner notre avis sur Super Mario Bros, le film, et de finir avec la chronique télévision de David. D'ailleurs, mon cher David, comment vas-tu ? Eh bien écoute, même si le week-end de Pâques à la télé a été très décevant, ça m'empêche pas d'être en vacances, d'être au soleil dans le sud, donc tout va bien. Eh ben nickel, ça ne nous empêche pas de passer aussi directement sur les news. C'est parti pour les news, et la première news elle est pour moi, et je vais vous parler de la première série française du groupe Warner Discovery. Alors on vous l'a déjà expliqué, Warner Discovery est devenu un pack de chaînes disponibles en France en linéaire et en SVOD via Prime Video, après l'avoir été chez Canal+. Et qui dit SVOD dit forcément participation à l'audiovisuel français. Warner se lance donc dans La Mythomane du Bataclan, une série qui reprendra le roman éponyme, tiré d'une histoire vraie qui concerne les attentats du lieu de concert de 2015. À la barre, juste Philippot qui a fait ses preuves avec La Nuée et qui revient bientôt avec Acide, et sur le pont, rien d'autre que Laure Calamy, le couteau suisse du cinéma français, la femme aux 1000 visages. Ce sera donc un thriller troublant et vertigineux que nous annonce le groupe. C'est une affaire à suivre, mais en tout cas je sais pas ce que tu en penses toi, mais entre Apple TV qui commence à faire des choses pour les séries françaises et Warner qui s'y met aussi, ça annonce du gros catalogue français en tout cas. Oui, et puis c'est vrai que ça fait toujours bizarre maintenant. C'est obligatoire, on va dire, ça fait partie de leur part du boulot, mais de voir et d'entendre surtout des séries Netflix, Prime, Warner, Apple qui sont françaises. Moi, ça me fait toujours bizarre, mais c'est chouette. Alors après, évidemment, c'est quid de où est-ce que ça va atterrir, puisque, comme vous le savez, il y a le pass Warner sur Amazon, mais il y a la vraie plateforme Warner Discovery qui devrait sortir très prochainement, dans le courant de l'année 2024. Donc c'est vrai que quid de Amazon, c'est ce que je me demande un petit peu. Est-ce que il va quand même y avoir toujours le pass Warner sur Amazon ? Est-ce qu'il faudra complètement souscrire à autre chose pour pouvoir voir cette série ? C'est un petit peu le point d'interrogation. En tout cas, moi, je peux vous annoncer que depuis hier, j'ai souscrit à mon abonnement d'1 mois au pass Warner. J'ai envie d'en profiter un peu pendant ces vacances. Et je vais voir ce que ça va donner. Et alors c'est comment Cartoonito ? Ah, je suis pas allé sur Cartoonito malheureusement, j'ai juste fait un petit tour sur Eurosport. J'ai souscrit à ça hier soir tard. Pour au final, vous allez me dire, me lancer un film sur Canal. Donc bon, mais voilà, c'est histoire de faire un petit tour de la plateforme. Bon bah c'est vrai, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est un petit peu le point d'interrogation. Eh ben écoute, on verra bien. De toute façon, là, il n'est pas question de Warner, on va passer directement chez Disney puisque tu nous as préparé le programme des prochaines sorties Star Wars. Oui, effectivement, alors il y a une Star Wars célébration il y a quelques jours. Si vous êtes fan de cinéma, de pop culture, vous n'êtes sans doute pas passé à côté en vous baladant sur Internet. Et ça pourrait mériter même un grand sujet, peut-être qu'on vous en reparlera dans les prochaines semaines. Mais c'est tellement sous le feu de l'actualité que je trouvais intéressant de vous présenter les annonces qui ont été faites, à commencer par la série Andor, qui aura une saison 2, sans doute pour l'automne 2024. Alors, je précise tout de suite que, à titre personnel, je n'ai vu aucune série Star Wars. Je n'ai pas vu le Mandalorian, on me dit que c'est très très bien. J'ai pas vu Kenobi, j'ai pas vu Andor. Je sais pas si tu en as vu, toi, David. J'en ai vu quelques-unes, effectivement. J'ai surtout vu Star Wars Vision, Obi-Wan, et puis les 2 premières saisons du Mandalorian. Voilà, donc tu seras sans doute plus à même que moi de commenter ce que je vais dire, puisque moi je vous annonce la sortie de ces séries, mais je serai incapable de vous dire si c'est quelque chose de très bien ou pas. Donc en tout cas, Andor, j'en ai entendu plutôt du bien, et c'est vrai que c'est une série qui a plutôt bien fonctionné visiblement sur Disney+, et donc elle devrait arriver à l'automne 2024. Il y aura une série qui va s'appeler Acolyte, The Acolyte, qui racontera l'histoire des Jedi et des Sith avant la prélogie. Donc ça se passera avant l'épisode 1 et elle sortira aussi chez nous en France en 2024. Et on apprend notamment que Jonas Suotamo, c'est celui qui jouait Chewbacca dans la postologie, donc dans les films 7, 8 et 9, qui interprétera un Wookiee dans The Acolyte justement. Donc ce sera pas le même Wookiee, mais ce sera quand même bien lui. Et à noter, ça c'est quand même quelque chose d'assez dingue, ce que je vais vous raconter. Est-ce que tu as déjà entendu parler, David, de la série Skeleton Crew ? Alors, pas du tout. Alors, ce sera une série qui est prévue pour sortir à la fin de cette année 2023. C'est une série en prise de vue réelle, c'est pas une série d'animation, qui est prévue sur Disney+, qui va suivre un groupe d'enfants, 4 enfants d'une dizaine d'années qui vont être perdus dans l'univers et qui vont essayer de retrouver la route de leur planète natale. Il y aura notamment Jude Law qui va jouer dans cette série. Et alors, pourquoi je vous dis que c'est hallucinant ? Parce que on a la liste, il y aura 6 épisodes, avec chaque fois un réalisateur différent. Et la liste est juste incroyable. Alors, il y a simplement, moi, un réalisateur que je ne connais pas, c'est Lee Isaac Chung,
qui a réalisé Minari. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ah oui, oui, très très bon film, ouais, effectivement. Moi, c'est vrai que c'est un réalisateur qui me parle pas ou peu, mais en tout cas qui visiblement est bien reconnu. Mais sinon, le reste de la liste est assez incroyable. On aura Bryce Dallas Howard, que vous connaissez sans doute, hein, la Oui. fille de Ron Howard, qui est aussi une actrice de grande qualité qu'on a vue notamment dans la dernière trilogie Star Wars. Elle va donc réaliser un épisode. Il y aura Jack Schreier, qui est celui qui sera à la manette des Thunderbolts pour Disney. Et puis les trois autres, alors là c'est assez incroyable. Hein. Alors je sais que je suis un des seuls à le défendre, mais il y a John Watts qui va faire un épisode. Ah, super. John Watts, c'est le réalisateur de Spider-Man No Way Home. Il y aura David Lowery, celui qui a fait Ghost Story et Green Knight récemment. Oui, bien sûr, ouais. Donc sacré recrue. Et puis enfin, le dernier réalisateur que je vais vous présenter, enfin plutôt les derniers réalisateurs, c'est les Daniels de Everything Everywhere All at Once, Oh là qui là. vont faire un épisode. Oh bah tiens. C'est quand même fou. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce casting, Ouais. c'est incroyable, je trouve. Ouais. D'habitude, c'est vrai que les épisodes de série, on a l'habitude de voir un réalisateur qui fait un épisode, un ou deux épisodes, et puis après des gens un peu moins connus. Mais là, chacun des 6 épisodes sera réalisé par une personnalité du cinéma très 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 en vue. Donc ça, c'est quand même chouette. Franchement, ouais, c'est chouette. Ouais. On continue avec la série Ahsoka qui sortira en août 2023. Ça, on en a parlé à maintes reprises. Hein, c'est ce personnage qui était apparu uniquement dans la série Clone Wars, si je dis pas de bêtises. Et c'est une série qui est très très attendue parce que c'est un personnage qui est vraiment hyper populaire. On voit énormément de cosplay de ce personnage et je pense que ça devrait faire beaucoup parler. Ça sortira cet été en août. Et il y a même un trailer qui est sorti, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis je vais vous annoncer la sortie de 3 films Star Wars. Alors ça fait un petit peu grincer des dents, ça fait un peu râler parce que on s'y attendait, on va pas se mentir, on en avait parlé, hein, même sur Netflix, mais beaucoup de gens disaient finalement que ce serait peut-être il y aurait peut-être une pause, qu'il fallait attendre que Disney puisse un petit peu mieux rabattre ses cartes, parce qu'il faut quand même bien le dire, la postologie a pas été hyper populaire chez les fans, et ça a bien marché en termes de spectateurs en salle, mais ça n'a pas été non plus un carton incroyable. Mais bon, on n'arrête pas une équipe qui gagne chez Disney, puisqu'ils ont décidé quand même de continuer à sortir 3 films. Et le premier film sera réalisé par Dave Filoni. Son principal exploit, c'est d'avoir réalisé et d'avoir travaillé pour des séries comme Clone Wars, comme Ahsoka ou comme Le Mandalorian. Et donc ce premier film, il est attendu, on n'a pas de date, hein, il est attendu dans quelques années, mais ce sera un film qui sera le point culminant du Mandoverse. C'est-à-dire vraiment cet univers du Mandalorian, de Boba Fett, etc. Devrait se clôturer. Il devrait avoir un point culminant sur un film. Alors point culminant, ce que les gens sur Internet disent, c'est que justement, c'est pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que ce sera un grand final ou est-ce que ça veut dire que ce sera un sorte de moment charnière et qu'après il y aura d'autres saisons? Vu la popularité du Mandalorian, ça m'étonnerait pas que ce soit plutôt cette deuxième option. Oui, ça voudrait dire qu'il garde Pedro Pascal, du coup, en plus. Ouais. C'est vrai qu'on joue aussi sur le succès de cet acteur-là. C'est bien possible, il y a des chances. Ensuite, il y aura un film réalisé par James Mangold, qui n'est autre que le réalisateur de Logan et d'Indiana Jones 5, qui va sortir dans quelques semaines. Et il va réaliser un film sur les origines des Jedi avant l'Ancienne République. Ça, c'est pareil, ça avait un tout petit peu fuité, hein, cette histoire de film sur l'Ancienne République. Et donc, c'est vrai que James Mangold, c'est plutôt un bon réalisateur. Donc, je suis assez enthousiaste à l'idée de pouvoir voir celui-ci. Et enfin, ça, c'est celui qui fait plus débat, un 3e film qui se déroulera après l'apostologie et qui racontera l'histoire de Rey Skywalker, donc cette Jedi évidemment qui a été mise bien en avant dans les films 7 et 8 et qui va essayer de reconstruire l'ordre Jedi, et donc il est possible qu'on retrouve tout ou partie du casting des films 7, 8 et 9. Et alors il se murmure que ce serait un peu pour redorer l'image de l'apostologie, qu'on aurait finalement ce qu'on pourrait appeler un Star Wars 10. Pour l'instant, pas de réalisateur aux manettes. Est-ce que ce sera de nouveau le réalisateur des épisodes 7 et 9, J.J. Abrams? Rien n'est moins sûr. C'est vrai qu'il y avait eu quelques petites modifications, hein. Souvenez-vous, normalement c'était Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World 1 et 3, qui devait réaliser Star Wars 9, et en voyant que l'épisode 8 de Rian Johnson avait déplu, finalement il l'avait rappelé aux manettes. Donc on sent que c'est un petit peu, on marche un peu sur un fil, et on n'a donc pas de réalisateur pour l'instant pour ce 3e film. Donc ce sont énormément d'annonces qui ont été données. En rajouter une petite,
qui a été faite ce matin par la grande patronne de chez Lucasfilm, qui a annoncé que, a priori, pour l'instant, il n'y avait pas de deuxième saison prévue à la série Obi-Wan Kenobi, qui là aussi avait plutôt plu, mais avait eu aussi beaucoup de critiques. Donc voilà, je sais pas si tu as un avis sur tout ce que je viens de dire. Moi, personnellement, comme je suis pas un grand connaisseur de l'univers Star Wars, à part les films que j'ai vus, mais encore une fois, j'ai vu aucune série, ça me laisse un peu de marbre, mais je sais que ça a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux ce week-end. Donc je sais pas quel est ton avis toi sur tout ça, mais en tout cas, les fans de Star Wars vont avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans les prochains mois. Ouais, complètement. Bah après, alors fan de Star Wars, c'est un grand mot pour moi parce que j'aime bien la saga, et j'aime bien être curieux de ce qui sort, mais je suis pas, tu vois, j'ai pas gardé mon abonnement Disney Plus en me disant, je vais le garder pour les prochaines séries Star Wars, tu vois. J'ai pas regardé la 3e saison de Mandalorian, j'ai pas regardé Boba Fett, et ça me manque pas plus que ça. Mais en tout cas, Star Wars Vision, moi ça me tente bien. La saison 2, il y a déjà une partie du cast en plus de doublage qui est sortie, et ça sera des studios différents de la première saison. Donc on le sait, Star Wars Vision, c'était ce mix d'animation en fait, d'histoires un peu indépendantes les unes des autres, liées à l'univers Star Wars, qui était à chaque fois fait par un studio différent. Et donc là ils ont repris la thématique pour une saison 2, et ça a l'air encore une fois très très intéressant. Est-ce que je vais céder à l'appel d'un forfait Disney Plus pour aller voir tout ça? Je ne sais pas. Ouais, c'est Les clair. films, c'est hyper intéressant que pour une fois ils fassent pas 3 films à la suite qui se joignent en fait, hein. Faire 3 films de thématiques différentes comme ça qui sortiront au cinéma, j'espère que les gens vont pas être perdus, parce qu'on le voit en ce moment avec les Marvel, hein. À chaque fois ils nous sortent un nouveau héros et les gens sont de moins en moins là. Donc à voir si encore du Star Wars au cinéma. Alors au cinéma, on vous dit au cinéma, mais si ça se trouve ça sera sur Disney+, hein. Oui, bien sûr. Vu la mentalité de Bob Iger là-dessus, voilà, on sait pas trop où ça va nous mener, mais bon, en tout cas pourquoi pas. Bravo pour les fans. Je trouve que les fans qui ont toujours à manger depuis des années, je trouve ça bien pour eux. Après il faut voir si Disney arrive à tenir à la barre, parce que c'est vrai qu'au niveau critique c'est toujours un peu mitigé entre les fans et les plus néophytes. À voir. En tout cas c'est toujours chouette d'avoir des annonces comme celle-là, quoi. C'est clair. On en a fini avec nos news et on va vous donner maintenant notre avis sur le film Super Mario Bros, le film. Alors Super Mario Bros le film, c'est un film de chez Universal, de studio Illumination, que l'on connaît pour Moi Moche et Méchant, le Lorax, Tous en scène également, qui a eu le droit par Nintendo de créer ce film Super Mario Bros, le film, en animation bien évidemment, et qui raconte l'histoire de Mario et Luigi, deux plombiers de Brooklyn, qui se retrouvent embarqués dans un tuyau qui les emmène dans un monde magique et féerique rempli de princesses, de champignons qui parlent et d'une super grosse tortue qui décide de vouloir se marier avec la princesse. Alors tout ça reprend bien évidemment les bases du jeu vidéo tant connu, hein, Super Mario, Mario Bros 2 et toute la clique des consoles de chez Nintendo. Et on va vous donner tout de suite notre avis sur le film que l'on a pu voir en J1, c'est-à-dire le 5 avril quand il est sorti au cinéma. Et puis voilà, alors on sait que sur les réseaux, vous devez sûrement être attaqué de toutes parts par des critiques et des avis de Mario, mais il nous semblait important de vous donner notre avis à nous, qui sommes bien connus pour être plutôt positifs dans nos avis et dans les remarques que l'on peut faire sur le cinéma et puis le monde des médias en général. Donc voilà, on voulait vous parler de Mario et de l'expérience qu'on a vécue en salle par rapport à ce film-là. Et donc je vais te laisser commencer, David. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce film Mario ? Effectivement, beaucoup de choses à dire. Je sais pas trop dans quel sens ni dans quel ordre prendre ça. Commencer sans doute par vous dire que je suis un immense fan de Nintendo. Vraiment. Alors j'ai commencé par une console Sega tout petit, mais très vite j'ai eu la Super Nintendo à 7-8 ans. Et c'est un univers qui ne m'a jamais quitté. J'ai enchaîné Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Wii U, et aujourd'hui, à 34 ans, la Switch continue de tourner énormément. Je parle même pas de les Game Boy Advance, DS, etc. Donc l'univers Mario, c'est un univers qui m'a accompagné toute ma vie. C'est un univers dont je suis extrêmement fan. Et autant vous dire que lorsque j'ai entendu qu'un film Mario allait sortir, c'est d'abord un petit sentiment de crainte que j'ai eu avant un enthousiasme débordant. Parce que je me suis dit, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, d'une manière générale, c'est rarement... Enfin, je sais pas, hein, j'ai en tête comme ça ce qui a été fait par le passé avec Tomb Raider, avec Street Fighter, ce genre de licences qui sont très très bien à jouer, mais très compliquées au ciné. Et après, j'ai su que c'était Illumination qui allait faire le film, et là, j'ai quand même poussé un ouf de soulagement. Je suis pas un incroyable aficionados de Moi Moche et Méchant et des Mignons,
Mais j'ai beaucoup aimé L'heure comme des bêtes, par exemple, ou Tous en scène. Et c'est un studio dans lequel j'ai vraiment confiance. Donc, j'y allais, on va dire, de plus en plus confiant. Et quand je me suis assis en salle mercredi après-midi, j'ai retrouvé un petit peu mon âme d'enfant en me disant, oh là là, je vais voir un film Mario qui potentiellement peut être bien. J'avais toujours une petite part de crainte. Ben, effectivement, on va pas faillir à notre réputation. Je vais être extrêmement positif sur le film. J'ai passé un moment, un très 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 bon moment. Le film n'est pas parfait et je parlerai peut-être après de quelques défauts, mais pour en avoir parlé avec notamment notre ami Fabien, qui a été chroniqueur avec nous, qui a vu le film hier, on s'est téléphoné pour débriefer, c'est vrai qu'on était complètement d'accord là-dessus. Ce qui est formidable, c'est que j'ai vécu cette séance dans notre cinéma en sortie nationale avec une salle bien remplie, qui est assez rare pour un mercredi après-midi, et j'ai vu le sourire sur les lèvres d'enfants de 7-8 ans, et le sourire sur les lèvres de trentenaires, et le sourire sur les lèvres de gens qui avaient bien une cinquantaine d'années, qui étaient là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que Mario, c'est sorti en 1985, le premier Mario Bros. Donc on a des gens qui à l'époque qui ont joué, qui avaient une quinzaine d'années, qui ont découvert ce jeu-là, donc 15 ans en 85, bah, ça nous remonte aux années 70, des gens qui ont une cinquantaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, ça reste une licence et de jeux vidéo et de jouets extrêmement populaire. Et j'aimerais dire que le premier pari réussi du jeu, c'est cette intergénération. C'est que ça a rendu les gens heureux. Il y avait des sourires sur les visages et ça, c'était super chouette. Ça, c'est la première chose que j'aurais à en dire. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus pour que je monopolise pas la parole trop longtemps, mais c'est vraiment la première chose que j'ai remarqué. Ouais, je suis entièrement d'accord, ça fonctionne dès le début. Déjà, le fait d'avoir un vrai logo Nintendo, en fait, studio Nintendo, en gros, au début du film, on a les frissons qui montent, et c'est vrai que moi, je suis peut-être moins fan de Nintendo que toi, parce que j'ai vite raccroché les wagons avec la PS2, PS3, PS4, mais c'est vrai que Mario, c'est quelque chose, comme tu dis, d'intergénérationnel, et tu peux le conseiller à tout le monde. En fait, comme tu dis, le studio, Illumination, on aime ou on n'aime pas, moi moche et méchant, mais c'est un studio qui est hyper rassembleur, en fait. Il arrive à créer des personnages et des histoires qui vont parler à tout le monde et qui vont plaire aux grands comme aux petits, et ils ont réussi à le faire avec Mario, et on va dire le peu de matière qu'offre le jeu vidéo Mario, faut pas se mentir. Oui, c'est-à-dire que le jeu vidéo Mario, c'est pas connu pour son scénario, hein. C'est un jeu d'une incroyable simplicité dans ses mouvements. Shigeru Miyamoto, qui est d'ailleurs le producteur du film, quand il crée le jeu Mario, il a vraiment une idée de génie, hein. Plein d'idées de génie, à commencer par mettre le personnage en bas à gauche de l'écran pour que le joueur comprenne qu'il doit se déplacer vers la droite. Quand il va créer le premier ennemi de Mario, il va créer le Goomba, qui a une forme de champignon pour que le joueur ait envie de lui sauter dessus et comprenne qu'il faille lui sauter dessus. Et c'est avant tout ça, Mario, le jeu vidéo, à l'origine, c'est du génie dans le gameplay, et ça l'est toujours, hein, avec les derniers Mario qui sont sortis. Bien sûr. Mais c'est pas connu spécialement pour son scénario, et c'est là où le film est assez fort, je trouve, c'est qu'il arrive à sublimer cet univers. Aussi d'un point de vue scénaristique, je suis d'accord que le scénario, il est pas très élaboré, hein, ça on va pas se mentir, mais néanmoins, jamais dans les jeux vidéo, on a compris pourquoi un plombier new-yorkais se retrouve dans un royaume avec des champignons et des tortues. Et le film prend le pari de nous l'expliquer. Le film prend le pari de nous montrer la famille de Mario. Ça, j'ai trouvé ça chouette, qu'on découvre ses parents, ouais, carrément. oncles, les tantes, tout ça. C'est vraiment très chouette. Je sais pas si c'est une critique avec ou sans spoiler, jusqu'où on peut aller dans le spoil. Bah vas-y, au pire, c'est pas grave, je couperai. Puis de toute façon, je vais t'avouer qu'avec toutes les critiques qui sont déjà sorties, je pense que bon. Oui, je veux pas donner de clés énormes de l'intrigue, mais le rôle de la princesse Peach est hyper intéressant, le personnage est très bien écrit. Ouais, complètement. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le scénario du film, et ça encore, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est en parlant avec Fabien hier, où il me disait, ce qui est génial, c'est que Mario est le héros du film, mais Mario n'est jamais, est sans cesse rabaissé dans le film, entre guillemets, ouais. Dans le sens où il n'est jamais le leader, il est jamais... j'ai trouvé ça vraiment très fort, c'est qu'on ne met pas en avant Mario comme un super-héros. Tout le long du film, il se prend des bâches. Il n'arrive pas au début à rencontrer Peach. Quand il la rencontre, il n'arrive pas à faire ce qu'elle lui demande de faire. Il n'arrive pas à battre Donkey Kong. Bowser est beaucoup plus fort que lui et il lui faut vraiment l'item de résolution finale pour arriver à le battre. Donc en fait, c'est un peu un perdant magnifique dans le film Mario. Ils en ont pas fait une icône tel qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça, je trouve ça assez audacieux. J'ai l'impression que dans le film, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, en fait, le studio a fait une réunion en disant, bon, alors, dans le jeu vidéo, ça se passe comme ça. Est-ce que ça fonctionnerait dans un film? Oui, non, peut-être. Et en fait, à un moment, ils se sont dit, bon, alors, Mario, il vient d'où? Est-ce que ça marche si on l'intègre directement à l'univers de Mario World? Bah non, ça marche pas, il faut qu'il vienne de quelque part. Pareil pour Peach. Est-ce qu'une humaine dans un univers rempli de champignons, est-ce que ça fonctionne? Bah non, donc il faut trouver une explication. Et en fait, il y a que des trucs comme ça, et comme tu dis, le fait que Mario ne soit pas un héros, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un plombier de Brooklyn. Il peut pas maîtriser les codes d'un univers qu'il ne connaît pas dès les premières minutes, juste parce que c'est censé être le héros, donc c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve, moi, un des
très 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 gros point positif du film, c'est la relation entre Mario et Luigi. Ouais. Ça m'a vraiment ému, mais vraiment ému. J'ai pas eu les larmes, mais ça m'a vraiment ému. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut voir dans plein de films où les relations avec les relations entre frères dans les films, c'est toujours compliqué. Il y a toujours un moment où ça se dispute. Et là, en fait, c'est juste deux frères qui s'aiment énormément et qui sont toujours là l'un pour l'autre. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, on va peut-être pouvoir me répondre, ouais, mais du coup, c'est pas très réaliste. Mais peu importe, je rappelle qu'on est dans un film où on bouffe des champignons pour grandir, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment la relation magnifique. C'est juste, ils ne se font jamais un reproche. Ils s'aiment juste très fort l'un et l'autre. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Ils s'entraident tout le temps. Et cette relation-là, pour en avoir parlé avec plein de gens qui ont vu le film, tout le monde me dit la même chose. Ils ont été hyper émus par cette relation Mario-Luigi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, moi, à titre personnel. Ouais, complètement. Mais même la relation entre tous les personnages, je veux dire l'apparition de Bowser, savoir pourquoi il est méchant et ce qu'il veut faire, quel est son plan, etc. Je trouve que scénaristiquement, ils ont réussi à raccrocher les wagons d'une façon vraiment exceptionnelle, parce que c'était quand même très compliqué avec les matériaux de base de pouvoir faire un truc qui va réussir à tout imbriquer. Voilà comment ils ont réussi à intégrer Donkey Kong, comment ils ont réussi à intégrer Bowser. Ouais. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de bons points. Gros point positif aussi sur la musique, hein, les arrangements. Alors c'est Brian Tyler qui s'occupe de la musique du film. Dès les Pour ceux premières qui ne secondes. connaissent pas, il a fait la musique par exemple de films comme Insaisissable il y a quelques temps. C'est aussi celui qui a fait le thème aujourd'hui mondialement connu de la Formule 1, le thème officiel de la F1 qu'on entend un peu partout. Ah ouais. Moi, c'est un chef d'orchestre, un compositeur que j'aime beaucoup. Et en fait, vraiment, ce que j'ai trouvé super, c'est les réorchestrations des musiques de jeu. Bah, ça, c'est pareil, hein, tout le monde est assez d'accord avec ça, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Et puis, au-delà de ça, c'est ce mélange des univers aussi. C'est-à-dire que c'est pas un film uniquement sur le premier Mario Bros. Pour ceux qui ont fait les jeux vidéo récemment, vous allez y voir du Mario Odyssey, du Mario 3D World, quelques petites bribes à droite à gauche de Mario 64, du Super Mario World. Du Mario Maker aussi. Oui, Mario Maker, exact, Mario Galaxy. C'est vraiment ce mélange de tous les univers Mario qui est vraiment très très chouette. Et au-delà de ça, un univers qui est déclinable à l'infini. Alors là aussi, en discutant avec l'ami Fabien hier, il est parti avant la fin du film. Il y a 2 scènes post-génériques. C'est important de le noter, ça. Hein. Tout à fait. 2 scènes post-génériques. Il y en a une tout au bout. Et d'ailleurs, je sais pas si dans notre cinéma, les gens restent pour voir la dernière, mais mercredi, on était tout seul dans la salle pour voir la dernière. J'ai eu des personnes qui étaient sur le départ, je leur ai dit, oh, restez quand même dans la salle, il y a un petit truc. Mais c'est vrai que sinon, voilà. De base, les gens restent pas jusqu'à la fin du générique. Il y a plein de personnages qu'on voit pas dans le film, style Wario, Waluigi, des personnages de Mario Sunshine. On peut imaginer très bien, pourquoi pas un spin-off Luigi's Mansion. Il pourrait y avoir plein de choses. Tout ce que j'espère, vraiment, c'est que Nintendo prenne son temps. Ouais. Parce que dans les mains d'Illumination, le film est dans trop de bonnes mains. Il faudrait pas qu'à un moment ils se disent bon bah Illumination ils mettent 3 ans à faire le film, à faire une suite, on va prendre un autre studio pour faire plus vite parce que c'est un carton incroyable. Hein. Ça c'est une info qui est sortie hier. C'est le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation. Le meilleur démarrage de tous les temps. C'était La Reine des Neiges 2 qui avait ce record en 2019. Et comme le film a pas eu un excellent bouche à oreille, ça s'est assez vite cassé la gueule. Et là, Mario, je pense que c'est l'inverse. Ça part quand même plutôt très fort. Faut pas qu'ils s'amusent à nous faire un film tous les 6 mois ou tous les ans. Si vous faites une suite, prenez votre temps parce qu'il faut que ce soit au moins aussi qualitatif. Après, je pense que connaissant Nintendo et leur contrat avec Universal, quand on voit ce qu'ils ont fait au niveau du parc Universal à Osaka et ce qu'ils ont fait là avec Mario, je pense vraiment que c'est une société qui justement prend le temps de vérifier tout ce qui se passe, de vérifier que ça correspond au code, qu'il n'y ait rien qui dépasse des lignes. Enfin, je veux dire, Mario, là, pour le coup, le film est intergénérationnel. Pourquoi ? Parce que Nintendo est très certainement passé derrière, même si Illumination fait du très très bon boulot. Ah oui, mais évidemment. Mais je pense que Nintendo est vraiment resté derrière en disant non, attendez, cette idée-là, ça marche pas. Il faut absolument imbriquer cette idée-là avec un scénario bien précis, etc. Donc, je pense que Nintendo, pour le coup, c'est vraiment le genre de société qui va prendre le temps. Et ils l'ont fait avec d'ailleurs tous leurs jeux. Il y a quand même très très peu de jeux de la licence, enfin des licences officielles Nintendo, que ce soit Zelda, Mario ou même Metroid. On voit que c'est des jeux qui prennent le temps et qui sont quand même à chaque fois très qualitatifs. Oui, bien sûr, mais c'est certain que Nintendo verrouille tout le temps. Nintendo est fait vraiment hyper attention à plein de choses. Évidemment que ça a dû être vraiment verrouillé à plein de points de vue et très très contrôlé. Mais voilà, et encore une fois, c'est souvent pour le meilleur. Encore un point positif, décidément, je n'arrête pas, mais
j'ai adoré les voix françaises et le fait qu'il n'y ait aucun YouTuber, Twitcher, TikToker, mange du beurre ou je ne sais quoi, qui... Alors parfois ça passe bien, hein. Je veux pas dire, je suis pas partie de ceux qui détestent quand il y a des star talents parce que il faut faire vendre le film, mais quand même là, c'est Pierre Tessier qui fait la voix de Mario, c'était celui qui faisait notamment Pipin dans Le Seigneur des Anneaux, Benoît Dupac en Luigi qui est un acteur de doublage que je trouve extrêmement drôle. On a pu le voir d'ailleurs au cinéma dans L'Origine du Monde il y a pas très longtemps, mais pas en tant que doubleur, mais c'est notamment le doubleur de Charlie Day qui fait Luigi dans la version originale. C'est Emmanuel Garigeau qui fait Todd. C'est Nicolas Marié qui avait eu le César dans Adieu les cons, qui jouait ce personnage aveugle qui fait Cranky Kong, etc. C'est que notre ami Donald Renew, qui fait Kamek, et Céline Monsara, c'est que des comédiens de doublage qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont beaucoup d'expérience, extrêmement expérimentés, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y a même Charles Martinet, qui est le doubleur de Mario dans les jeux vidéo, qui dans le film double le père de Mario et le personnage de Giuseppe qu'on voit au début du film. Donc c'est assez rigolo de se dire que voilà, ils l'ont quand même gardé, certes pas pour faire Mario, mais il est quand même là, notamment dans la version française aussi, parce que Charles Martinet, ça sonne français, mais c'est bien un Américain. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette qu'ils aient pas mis de star talent et qu'ils se sont dit non, on fait confiance aux doubleurs. Alors on m'a dit peut-être petit bémol pour Bowser, c'est Jérémy Covilio qui le fait. Moi je l'ai trouvé très bon. Mais paraît-il qu'il faut voir le film en VO parce qu'il paraît que Jack Black a fait plein d'improvisations complètement décalées, qui sont à mourir de rire et que du coup, notre version à nous, elle est peut-être un petit peu plus classique, on va dire. Ouais, dans les clous, quoi. Ouais, voilà, c'est plus dans les clous. Donc peut-être à voir à ce niveau-là. En tout cas, vraiment, j'ai trouvé ça chouette au point de vue du doublage. Ouais, complètement. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai envie de voir aussi, pour les chansons, parce qu'on va se mentir, il y a une chanson, qui d'ailleurs, la chanson a été éligible aux Oscars. Ah ouais? D'accord. Donc du coup, elle va être présentée en compétition. En tout cas, elle va essayer d'être présentée en compétition aux Oscars. Cette chanson de Peach interprétée par Bowser. Et alors moi, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'elle me fait rire cette chanson. Elle est vraiment vraiment géniale quoi. Et en plus, ce Bowser, il est génial parce qu'il est très méchant et en même temps, il est très ridicule dans son plan en fait machiavélique quoi. Et du coup, c'est trop bizarre parce qu'on ressent vraiment ça dans les jeux. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux, tu sais que le méchant, ça va être Bowser. Tu sais pas pourquoi il est méchant. Parfois, ça l'est presque un peu ridicule. Ouais. Et en fait, on le ressent vachement dans le film. Et donc vraiment j'ai trouvé ça vraiment top. L'étoile qu'on voit dès le début du film fait vraiment son office de façon comme on l'imaginait quoi. Enfin vraiment ils ont réussi à remplir le carton. Et alors ce que j'aime bien c'est que le Brooklyn monde de Mario fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment un changement pas drastique mais suffisant pour montrer que ce sont deux univers différents et qui fonctionnent tous les deux l'un dans l'autre, c'est-à-dire que quand Mario débarque dans le monde des champignons, ça fonctionne, mais inversement, quand les personnages de l'univers Mario, enfin de l'univers magique en gros, débarquent dans Brooklyn, ça fonctionne aussi. Ouais. Les deux univers arrivent vraiment à se compléter, et du coup j'ai trouvé ça vraiment vraiment très chouette. C'est sûr. Alors s'il fallait donner quelques petits points négatifs, c'est vrai que le film ne laisse pas forcément au spectateur le temps de reprendre son souffle pour filer la métaphore vidéoludique, c'est un peu un speedrun. Ça va très très vite. Il n'y a pas beaucoup de transition, mais en même temps, je trouve que le film est plutôt bien dosé parce qu'une heure et demie, il y aurait eu 10-15 minutes de plus, pourquoi pas, mais je pense que une heure et demie, c'est bien. Pour des enfants aussi, c'est bien. Et puis pour des adultes, c'est bien aussi. Ouais. Bon, ça, c'est vrai que le film va peut-être un petit peu vite. Alors là, le défaut, mais c'est le défaut de beaucoup de films actuels, c'est que vraiment les bandes annonces, malheureusement, en montrent beaucoup, je trouve. Et là, pour le coup, les bandes annonces avaient été montrées dans les Nintendo Direct, dans ces petites pastilles qui présentent les nouveaux jeux vidéo Nintendo. Donc, d'habitude, j'essaye de m'en préserver, mais là, je les avais tous vus. Et notamment, je me dis, par exemple, la séquence Mario Kart, si je l'avais pas vue dans les bandes annonces, je pense que j'aurais été comme un dingue dans la salle de me dire, mais c'est pas vrai, ils ont même mis Mario Kart. Alors qu'au final, comme je m'y attendais, c'est un petit peu, pas si décevant, c'est le mot, mais disons que je trouve ça toujours un petit peu dommage quand le film on a déjà vu beaucoup de choses dans la bande-annonce. Alors que c'est vrai que le tout premier teaser en fait qui était présenté était, on va dire presque largement suffisant. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait Bowser, on avait l'ambiance, on avait la musique, on avait un tout petit extrait de Mario avec Todd, on voyait le château au loin. Ça suffisait largement pour entraîner déjà tous les fans à aller voir le film et puis après d'entraîner ceux qui connaissent pas forcément. Enfin voilà, moi je trouvais que le premier teaser fonctionnait très bien. En plus c'était le début du film, donc de toute façon c'était les 3 premières minutes. T'étais pas très étonné de le voir et après c'était que surprise sur surprise.
Je suis d'accord avec toi. Après, malheureusement, comme tu dis, le trailer, maintenant, ça fait partie de l'univers du cinéma. Ouais. On est obligé de composer avec, hein, et on sait très bien que les gens ont besoin d'être le moins ils veulent être surpris, mais ils veulent être le moins surpris possible en arrivant dans la salle. Donc, c'est vrai que c'est quand même une grosse ceinture de sécurité que de présenter pas mal de choses dans un trailer. Donc, c'est difficilement reprochable, mais en même temps, c'est presque générationnel, en fait, de devoir rassurer les gens pour venir au cinéma. Il faut pas oublier qu'une place de cinéma, encore une fois, on y revient, c'est un sujet récurrent, mais ça coûte quand même entre 10 et 12 euros dans la plupart des grandes villes. Ouais. Et forcément, quand on y va avec ses enfants, puisque c'est un film d'animation, ça peut vite coûter très cher. Donc il vaut mieux rassurer le spectateur avant de l'envoyer dans la salle, quoi. C'est clair. En tout cas, gros carton, hein, on est à 1 300 000 entrées pour l'instant, sachant que la première semaine d'exploitation n'est pas encore terminée, elle va se terminer ce soir. C'est fou, c'est absolument dingue. La première victime, c'est un petit peu les Trois Mousquetaires dont on parlait il y a quelques semaines. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ce qui fait 800 000 entrées, ce qui est très bien. Hein. Mais peut-être que s'il était sorti dans 15 jours, il aurait mieux marché, parce que là, encore une fois, dans une période d'inflation où un sou est un sou, bah, beaucoup de gens n'ont pas les moyens et c'est tout à fait compréhensible. Même moi, si je vivais en grande ville, j'irais sans doute pas au cinéma 2 fois par semaine. Hein. Il a fallu faire un choix. Donc les gens ont choisi Mario. Mais est-ce qu'ils iront quand même voir les Trois Mousquetaires la semaine prochaine ou dans 15 jours s'ils ont envie de se faire un ciné? Peut-être pas, parce qu'entre-temps, il y a d'autres films qui vont sortir aussi. Ouais, c'est stratégiquement peut-être pas une grande idée de le sortir la même semaine que Mario, même si encore une fois les chiffres sont corrects. Ouais, après c'est le début mai, tu vas avoir Fast and Furious 10 qui arrive aussi, donc en fait c'est très difficile de le caler dans le calendrier, parce que malheureusement je pense que les gens le considèrent comme un film un peu moins familial. Ouais. Que un film d'action lambda, ou alors Mario qui est un film d'animation, parce que c'est vrai que Fast and Furious finalement ça commence à être un peu le film d'action familial que tout le monde va voir quel que soit l'âge. Donc voilà, c'est vrai que c'était difficile à caler dans le calendrier, il fallait le sortir à un moment ou à un autre. Pourtant les critiques sont très bonnes, hein, sur les trois. Oui, et nous vous invite à aller le voir, mais c'est vrai que bon, bah si on regarde quels sont cette semaine les 2 gros films, on va dire ces 10 jours, Encore sans maman et Donjons et Dragons, ou la semaine du 19 là, Evil Dead Rise, La plus belle pour aller danser, La conférence, qui sont quand même des films beaucoup moins porteurs que Mario. Je pense qu'ils auraient peut-être dû leur pousser d'une semaine ou deux. Bon, alors voilà, évidemment, on n'a pas toujours tout le planning en tête quand ça sort, mais même la semaine du 26 avril, il n'y a pas énormément de choses qui sortent. Là, on a vraiment eu 2 films porteurs. Et d'ailleurs, nous, dans notre salle de ciné, on le voit un petit peu, je regardais les chiffres. Les Trois Mousquetaires fonctionnent pas trop mal, mais c'est Mario qui draine tout. Ah bah, Mario, c'est extraordinaire. Les chiffres qu'on fait là-dessus, franchement, pour un film d'animation, ça faisait très longtemps, je crois que c'est depuis le Roi Lion de Jon Favreau qu'on n'avait pas vécu ça, quoi. C'est clair. Et ben écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur ce film. Voilà, je pense que vous l'avez compris, hein, on vous conseille vivement d'aller le voir, malgré voilà les 2 petites reproches qu'on a à faire dessus, mais franchement, c'est une pure partie de plaisir, ça vous en met plein les yeux, l'animation est absolument extraordinaire. Illumination nous habitue vraiment à faire du glow-up à chacun de ses films, mais alors là, moi vraiment, toutes les couleurs, les animations, les effets de visage, le visage de Peach est absolument extraordinaire. J'ai trouvé ça vraiment top. Les mouvements de Bowser sont logiques et en même temps fluides. Enfin, c'est quand même une grosse tortue avec une carapace et il arrive quand même à faire des mouvements qui paraissent réalistes. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié comme toi ce film et voilà, je conseille vraiment aux gens d'aller le voir. Même si vous connaissez pas la licence Mario, ça peut vraiment vous faire du bien d'aller voir ce film qui est plein de couleurs, plein de bons sentiments, plein d'aventures en très peu de temps. Je veux dire, c'est quand même qu'1h30 de votre vie, donc c'est pas non plus énorme. Donc voilà, même si vous connaissez pas la licence Mario, ça vous donnera peut-être envie de vous intéresser aux consoles de vos enfants, de vos petits-enfants, et peut-être au lieu de les laisser dans un coin, à les laisser jouer à la Switch, vous direz peut-être que maintenant vous connaissez Mario et que vous pourrez peut-être parler avec eux du jeu vidéo ou en apprendre un petit peu plus. Donc voilà, franchement, allez-y, ça peut vraiment vous plaire même si vous connaissez pas la licence. Ouais, c'est clair, n'hésitez pas. Et puis vraiment, c'est chouette de voir ce genre de film qui marche et qui fonctionne, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, quand on voit les films numéro 1 au box-office, on se dit waf, mais là, je trouve que c'est vraiment mérité, parce que c'est un film qui fait du bien. Vraiment, je pense que j'ai souri pendant 1h30. Ah mais complètement. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs quand j'étais en salle, c'est que je me suis dit tiens, j'ai pas lâché mon sourire depuis le début du film en fait, parce qu'entre les références, les blagues, l'animation qui est folle et simplement l'aventure que t'es en train de vivre, et ben en fait ça marche super bien quoi. Ça c'est sûr, donc vraiment allez-y, foncez, mais c'est peut-être déjà le cas, hein, vu qu'il y a déjà 1 300 000 personnes qui l'ont vu. C'est vrai.
Mais vu qu'il y a 1 300 000 personnes qui nous écoutent et que c'est pas les mêmes, exactement. Et ben, du coup, On va demander une petite participation à Universal du coup sur les ben voilà, bénéfices. je vais leur envoyer un message, je vais leur demander s'ils veulent qu'on participe à leur podcast. Ouais, c'est clair. Parce que d'ailleurs, Universal a un podcast, hein, donc si vous avez, si vous avez envie, que vous êtes en manque de podcast, il y a Universal qui a un super podcast. Alors ça parle que des films Universal, bien évidemment, mais en tout cas c'est hyper bien fait, hyper bien construit, donc on vous le conseille. Et entre parenthèses, Universal, même si c'est un géant de l'industrie du cinéma, c'est un super distributeur pour nous les petites salles. Ouais, et on peut vous dire merci. Là, ouais, vraiment merci Universal. La preuve, Mario, il y aurait sans doute des autres salles qui auraient pu l'avoir plus grande que la nôtre, mais dès qu'on leur demande quelque chose, ils nous l'accordent. C'est vraiment un distributeur adorable. Il n'y a pas que les petits qui sont gentils avec les petits, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas que les petits distributeurs qui soutiennent les petites salles. Universal, c'est vraiment... Et encore une fois, on dirait pas ça de tout le monde, hein, mais vraiment, Universal, c'est vraiment chouette ce qu'ils font pour nous. Ouais, carrément. Et justement, comme tu dis, c'est peut-être même l'inverse. Parfois, les petits distributeurs sont parfois un petit peu trop tatillons parce qu'ils veulent tellement faire des entrées, en fait, parce qu'ils sont près de leur sous, ce qui est normal, hein, qu'ils préfèrent donner des copies, le peu de copies qu'ils ont à des grandes villes. Et c'est tout à fait logique. Et là, Universal fait l'effort de nous filer une copie alors qu'ils pourraient le donner à un autre gros multiplex ou justement limiter le nombre de copies pour économiser de l'argent. Et à chaque fois, ils nous filent des sorties nationales et franchement, on peut les remercier pour ça. Bah écoute, on en a fini avec notre avis sur Mario. Je pense, qu'est-ce que t'en penses? On va passer à la chronique télévision. Eh ben c'est parti. Eh ben allez, c'est parti pour ta chronique télévision, mon cher David, et puis on va commencer comme d'habitude avec les audiences de la semaine dernière qu'ont regardé les Français ces derniers temps. Alors, si tu le veux bien, on va commencer par le fameux Super Tuesday qu'on vous avait annoncé il y a déjà 15 jours. Oui. C'était le 4 avril dernier, avec des films en veux-tu, en voilà de tous les côtés. Et eh bien, force est de constater que c'est pas du tout un film qui est à la première place des audiences, mais c'est l'énorme carton de la série Alex Hugo sur France 3. Bah oui, forcément. 5 millions 8, presque 6 millions un mardi soir. C'est fou. C'est de la folie. Vraiment, c'est de la folie. Les séries françaises maintenant qui sont ancrées à la télévision font des scores de ouf. Quand on voit Captain Marlowe, Alex Hugo, c'est vraiment. C'est vraiment hallucinant. Hein. Ça fait pratiquement le double de Koh-Lanta qui est derrière à 3 millions 8. Et le premier film, en fait, c'est Barry Seal sur France 2. On en avait parlé avec Tom Cruise. On était même un peu surpris de voir arriver ce film sur France 2, et il fait 1 466 000, ce qui est franchement très moyen pour un prime time sur France 2, mais ça reste le premier film. Après, c'est Beaux-parents, avec Josiane Balasco, Benabar et Didier Bourdon sur C8, qui fait 755 000. Puis, c'est assez surprenant, Ennemi d'État, qui fait 630 000 sur Énergie 12. Ah, eh ben, je suis content pour Énergie 12, tiens. Ouais, et alors... Bravo les gars. Et alors, très loin derrière Toy Story 4. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas, trop compris ce qu'il venait faire sur W9 et pas sur M6. Et il fait 420 000 sur W9. Pratiquement égalité avec TFX et Spider-Man 3 qui fait 410 000. C'est vrai que c'est surprenant, ça fait moins par exemple que le Roi Lion 2 avait fait sur Sister un samedi soir. Sans parler des films derrière qui ont fait encore moins, notamment D'Artagnan qui fait 330 000 sur Sister. Mais ce fameux Super Tuesday du cinéma, il n'a pas été très brillant pour le cinéma, mais c'est un peu surprenant cette programmation. Comme quoi, trop de cinéma, tue le cinéma, quoi. Ouais, c'est un peu ça, et puis Alex Hugo, il a tout balayé sur son passage, donc. On va passer au lendemain, le mercredi 5 avril, rapidement pour vous dire que l'Auberge espagnole a fait 900 000 presque téléspectateurs sur Arte. Donc, très bien. Donc très bien. Et puis aussi les très bons scores avec 600 000 téléspectateurs, enfin pratiquement 600 000 et 3% de part de marché, le cast de Central Park sur Sister qui a cartonné. C'est la bonne surprise parce que moi je vous ai dit c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film feel good avec Ben Stiller et Eddie Murphy, ça vole pas très haut, hein, mais si pour le coup ça vole haut parce qu'à un moment il y a une voiture qui part d'un building, mais bref, ça vole haut en termes géographiques. Il fait par exemple plus de 200 000 de plus que Toy Story la veille, c'est assez fou. Ouais, c'est fou. Le jeudi, c'est le gros carton, c'est pour W9, alors c'est pas du cinéma, mais quand même, c'est à noter, c'est le spectacle d'Élodie Pou, le syndrome du Playmobil. Alors Élodie Pou, c'est une humoriste qu'on peut entendre le matin, notamment sur RTL dans la matinale, et qui est très populaire sur TikTok. Elle fait des vidéos assez drôles où elle fait des sortes de dialogues avec souvent le président de la République ou autre. Et elle a fait 1,2 million. Donc c'est vraiment à saluer. Moi je sais que je regarde très très rarement les spectacles d'humoristes à la télé. Ça fait rarement des scores comme ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et W9 dépasse rarement le million, encore moins sur ce type de spectacle. Donc c'était juste pour saluer cette belle performance d'Élodie Pou avec 1,2 million. Franchement, c'est un sacré bon score.
Ensuite, vendredi, la case cinéma de M6 qui fait 2 100 000 téléspectateurs avec 10 jours sans maman, ce qui place le film à la 3e place des audiences. Derrière Cassandre sur France 3, 4 millions 9, ça encore une fois c'est énorme. Mesmer sur TF1, 2 millions 5, et donc 10 jours sans maman, 2 millions 100 000 à la 3e place. Et c'est devant, n'oubliez pas les paroles. Donc franchement, ouais, ça se débrouille bien. Ouais. Très bon score pour ce film. Comme quoi, M6 devrait continuer avec sa case du vendredi soir cinéma. Ce sera le cas encore cette semaine. Mais c'est vrai qu'on le disait assez régulièrement, c'est dommage de ne pas arriver à pérenniser cette case, quoi. Et de la mettre comme ça, un petit peu à droite à gauche, c'est vraiment dommage. Ça leur ferait du bien en plus, je trouve, à M6 d'avoir une case régulière comme ça de cinéma, ça permettrait justement au niveau des cinéphiles de les faire connaître, parce que c'est vrai qu'on pense rarement à M6 quand on a envie de regarder du cinéma, quoi. Donc c'est vrai que ça pourrait être sympa de se dire que le vendredi... Et d'ailleurs, on en avait parlé à l'époque, hein, c'était un des arguments de Xavier Niel, c'était de mettre pour sa chaîne 6, c'était le jeudi soir, il avait décidé, mais une case cinéma pérenne pour les cinéphiles. Donc comme quoi, voilà, nous on n'a rien inventé, hein, puisque même Xavier Niel y avait pensé, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ça marche quand il passe du cinéma en plus. Donc, ouais, c'est clair. Mais tu sais que j'y pense souvent à cette chaîne 6, là, je me dis, ah putain, c'est quand même dommage. Alors j'aime beaucoup M6, hein, c'est vrai que ça a été la chaîne de mon enfance, avec la trilogie du samedi, des trucs comme ça, avec Martin Mystère, machin. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, M6, moi je suis quand même pas beaucoup dessus, et je m'étais dit, tiens, un petit vent frais avec Xavier Niel aux commandes, ça aurait pu être marrant, quoi. Bah ouais, c'est clair, mais bon, malheureusement, ça a pas marché, mais à voir, peut-être que par la suite, il pourra rebondir ailleurs. Samedi soir, eh bien, c'est notre dernier petit film Disney de la saga des téléfilms Disney plutôt diffusé le samedi soir. Avec 270 000 téléspectateurs, Stitch, le film, fait 1,4% de part d'audience. C'est dans la moyenne de ce que vous annoncez ces derniers temps. C'est pas si mal. Bon, évidemment, c'est dans la 2e partie du classement quand même, mais c'est pas si mal du tout. Et c'est une chaîne qui, je pense, aura ravi beaucoup de gens à cette case-là, finalement. Donc, voilà, félicitations à eux. Oui, parce que ça paraît peu par rapport aux autres scores, mais quand même 200 000 personnes sur un dessin animé, enfin, je veux dire, tu peux pas remplir une salle de cinéma avec... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même énorme. On dit que c'est peu, parce qu'il y a... Ça reste énorme. Voilà, t'as 10 millions de personnes qui sont en tout devant la télévision le soir, mais 200 000 personnes qui sont devant un film qui est quand même relativement peu connu. Moi, je trouve ça quand même chouette, quoi. Surtout que c'est une chaîne qui est quand même très très loin au niveau des chaînes de la TNT, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et on va passer maintenant à notre bon vieux duel daubé du dimanche de Pâques. Hein. C'était notre grande déception pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière. Pâques, théoriquement, c'est l'un des dimanches, voire le dimanche pour lequel les chaînes font le plus d'audience pour du cinéma, puisque le lendemain est férié, que c'est un férié, c'est pas comme les vacances où il y a certaines zones, là tout le monde, non seulement les enfants sont chez eux le lundi de Pâques parce que c'est férié, et puis souvent les parents aussi. Donc les chaînes dégainent très souvent des très gros films, sauf cette année où c'était un petit peu tout pourri. Et on en a parlé la semaine dernière. Et en fait, c'est marrant parce que c'est ce que je te disais, David, par message hier, c'est quand même fou. C'est que nous, on avait vu le coup venir, mais à 3 km, quoi. Bien sûr. De se dire, votre programmation ne fera pas de bonnes audiences. Et nous, on est juste 2 petits passionnés de cinéma et de télé dans notre Bourgogne, là. Et en fait, ben voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, le leader de la soirée, c'est La Folie des Grandeurs sur France 2, avec 3,7 millions. C'est moins que ce qu'ils avaient pu faire précédemment, mais on va dire que ça reste quand même dans la moyenne. C'est un film qu'ils avaient diffusé il y a 3 ans. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que France 2, c'est à peu près soit La Grande Vadrouille, soit La Folie des Grandeurs, soit Papy fait de la Résistance. Il y a 3-4 films qui tournent comme ça. Là, c'est une anecdote un peu perso, mais quand je suis passé voir ma mère dimanche soir, en rentrant de l'animation de mon concert, elle était devant, elle me dit, bah tu vois, j'ai pas trouvé grand chose à la télé, j'ai mis France 2. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça en fait au final, qui se sont dit, pas enthousiasmés, ils ont zappé, et ils ont dit, bah il y a De Funès quoi. Ouais, c'est ça. 3,6 millions. Et alors, l'audience de Jumanji sur TF1, je vous rappelle qu'il y a 2 ans, en 2021, Jumanji avait fait 6 100 000 téléspectateurs. Énormissime, hein, plus de 6 millions de téléspectateurs. On vous a jamais annoncé ça en 2023 d'ailleurs, sur un film. Eh bien, Jumanji a fait 2,8 millions. Mais c'était sûr. 2,8 millions. Alors, à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié. Je suis remonté jusqu'à 2013-14. Mais vu qu'avant, il y avait encore moins de chaînes de télé, je suis pratiquement sûr de mon info. Je pense que c'est le score le plus faible pour TF1 un dimanche de Pâques de l'histoire de la chaîne. Vraiment.
Mais qu'est-ce qu'ils ont été mettre ça, quoi? Enfin, franchement, je comprends pas. Après, alors Ouais. oui, forcément, il y avait pas forcément de films porteurs dans leur catalogue, mais passer un film qu'ils ont passé il y a 2 ans, sachant que le numéro 2 est passé sur TMC il y a quelques semaines. Enfin, il y avait rien qui Mais allait oui, dans leur programmation, quoi. Je comprends pas. c'est incompréhensible. Alors, par contre, sur Twitter, alors ils se vantent un petit peu. Ça me fait rigoler parce qu'il y a toujours des moyens quand Mais même de bien se sûr. satisfaire. Ils mettent qu'ils sont largement leaders sur les FRDA de moins de 50 ans, parce qu'il y a 28% des femmes responsables des achats qui l'ont regardé, 29% des 25-49 ans, 41% des 15-24 et 42% des 4-14. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que sur France 2, c'est plutôt des personnes âgées qui étaient devant la folie des grandeurs, et là, qu'ils ont été plutôt bons sur les jeunes avec Jumanji. Il Ouais, n'empêche non. qu'ils font moitié moins que la dernière fois. Je vous le dis, je pense, mais je suis quasi sûr de moi que c'est le score le plus faible un soir de Pâques pour TF1 de toute son histoire. Et en plus, là, ça fait quand même maintenant 4 mois et demi qu'on vous donne les audiences de tous les dimanches. Mhm. Ils ont rarement été aussi bas un dimanche lambda. Ouais, Alors imaginez complètement. une veille de jour férié. Ouais. Pour moi, on n'est pas loin de la catastrophe Enfin, non, c'est pas catastrophique. Hein. Ils n'ont pas fait comme la deuxième étoile qui avait fait 1 million et quelques sur France 2 il y a quelques temps. C'est hyper moyen pour un dimanche, mais c'est c'est vraiment, pour moi, je peux le dire, c'est vraiment pas bon pour un dimanche de Pâques. Ouais, Et complètement. ça, on l'avait vu venir encore une fois. Ouais, ouais. Non, mais je sais pas ce qui leur passe. Enfin, c'est vraiment très très particulier de faire ce genre de coup-là. Après, comme tu disais, ils ont peut-être prévu des films qui vont arriver. Voilà, ils sont peut-être à quelques semaines de pouvoir sortir un film qui est gigantesque. Mais en attendant, c'est vrai que comme tu disais, le week-end de Pâques, c'est quand même important, vacances ou pas vacances, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et alors, le deuxième petit chais, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même pour M6. M6 qui, tous les dimanches de Pâques, passait un film Disney et faisait entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. Et bien cette année, ils ont dit, oh non, on va laisser zone interdite, et ils n'ont fait qu'1,8 million. Et voilà. Bah ouais, j'ai envie de dire bien fait, c'est pas gentil, mais c'est pareil, ça aussi, on l'avait vu venir. Hein. Et là, en plus, avec la programmation de cette année, s'ils mettaient un Disney, je pense qu'ils étaient premiers. Mais c'est Je sûr. pense qu'ils, parce que les gens qui ont regardé Jumanji, là, les jeunes, qui se sont mis devant Jumanji, s'il y avait eu un gros Disney en face, ils seraient allés sur le Disney en grande partie, je Et pense. pourquoi ils ont pas mis Toy Story 4? Bah ouais, par exemple. C'est fou. Ils ont été le foutre sur W9 une semaine plus tôt, au lieu de le mettre là. Ouais, c'est incompréhensible, incompréhensible, et du coup, franchement, j'ai hâte, c'est pas que j'ai envie de vieillir, mais j'ai hâte de voir ce que vont faire les chaînes l'année prochaine, parce qu'à mon avis, elles vont vouloir rattraper le coup, Ah bah, et peut-être qu'on j'espère. aura un gros truc, ou alors peut-être qu'elles vont se dire, oh bah non, en fait, pas qu'on fait pas d'audience, on laisse tomber, sauf que non, là, les amis, c'est pas la date qui pose problème, c'est votre programmation, je trouve. Enfin bon. Ouais, complètement. En tout cas, c'est voilà. Après, on a Ben-Hur qui fait 700 000 téléspectateurs, Les Trois Mousquetaires sur C8 qui est bien plus bas, 450 000, Astérix et Cléopâtre 450 000 également, Le Grand Bêtisier sur TMC 260 000, etc., etc. Donc vraiment, nous qui attendions cette date, on a été déçus la semaine dernière et ben on n'est pas surpris des audiences. Et voilà, même si les chaînes ont toutes des moyens quand même d'être contentes de ce qu'elles ont fait par d'autres biais, c'est quand même très décevant. Mais encore une fois, on l'avait vu venir un petit peu. Ouais. Et puis, alors, attendez, vous n'avez pas entendu ma chronique programme télé, je suis pas au bout de râler dans quelques minutes. Et puis, du coup, je peux vous parler d'hier soir parce que, effectivement, là, on enregistre le mardi, pardon, je dis hier soir, mais vous écoutez pas ça le 11 avril. Je peux vous parler du lundi 10 avril avec Meurtre au paradis, premier, 4 100 000 téléspectateurs, gros carton. Et puis, le premier film, c'est La promesse de l'aube avec 1 453 000 téléspectateurs sur France 3 qui est moyen, Ouais, mais c'est ouais. pas catastrophique pour un film le lundi. Notez aussi que Je te promets sur TF1 se porte de moins en moins bien. Ça baisse. Et que concernant notre duel des films sur TMC et W9, c'est TMC qui fait pratiquement 1 million avec Venom, hein, 971 000 Ah, téléspectateurs, chouette. ce qui est pas mal du tout. Mais le flic de Beverly Hills résiste bien à 876 Oh, dis donc, 000. c'est fou. Donc, comme quoi, ils ont bien fait. Ils devraient passer ça à France 2 le dimanche de Bah ouais, Pâques. c'est clair, pourquoi pas. Et alors, je te disais tout à l'heure, David, que j'attendais les audiences du lundi après-midi. Lundi dernier, c'était férié, lundi de Pâques. Il y avait quand même quelques films l'après-midi. Eh bien, figure-toi que ni TF1 ni M6 n'ont communiqué leurs audiences à ce sujet. J'ai aucune idée de ce qu'a fait Wonder Woman Ça 84 doit pas être bon. et j'ai aucune idée de ce qu'a fait C'est- Seul au c'est- monde, donc c'est que ça doit pas être foufou. Ouais. On va Ouais, être ouais. clair. Par contre, M6, sur son compte professionnel, c'est fou hein, quand même, sur son compte professionnel, a donné les audiences de Sister. Souvenez-vous, un Sister, on vous avait dit qu'il y avait Twilight chapitre 5,
qui avait été diffusé il y a peu de temps. Partie 2. Partie 2, oui, excuse-moi, partie 2. Le premier film, c'était Dumbo. Oui. Et le troisième film, c'était Top Gun à 16h30. Eh bien, c'est quand même incroyable. Sister était leader TNT sur toutes les générations confondues de moins de 50 ans, c'est-à-dire sur les FRDA et sur les hommes. Donc, ils étaient leader TNT, donc c'est-à-dire à partir d'Arte. On compte pas TF1, France 2, France 3, etc. Et surtout, auprès des FRDA et des 25-49 ans, et d'une manière générale, Sister était la deuxième chaîne nationale à cette heure-là. Ils étaient deuxième chaîne nationale. Il y avait 10% des FRDA qui étaient devant, 10% des 25-49 ans, et il y avait 5% des plus de 4 ans, c'est marrant, qui étaient devant. Et donc, avec environ 700 000 téléspectateurs en après-midi. Alors, vous allez me dire, 700 000, c'est pas beaucoup, mais on est en après-midi. Certes, c'est un jour férié, mais surtout en fin d'après-midi. Eh ben, ça a été un énorme carton, Top Gun, hier après-midi sur Sister. Donc, c'est fou, ça. Donc, moi, je suis quand même super content de me dire que du cinéma un jour férié en journée a cartonné. Et sur la chaîne numéro 22 de la TNT. Rendez-vous compte, je le répète, deuxième chaîne nationale. C'est hallucinant. Sister, qui est la 22, s'est retrouvée deuxième chaîne en France grâce à Top Gun. Donc, bravo. C'est quand même fou qu'on donne l'audience des toutes petites chaînes comme ça pour ce genre de choses. Mais bravo Sister, et comme quoi ça paye de pouvoir diffuser du cinéma à la télé les jours fériés. Eh ben écoute, on va rester dans les audiences parce qu'une de tes news en fait concerne les audiences mensuelles qui apparemment sont tombées. Oui, alors c'est vrai qu'on en parle assez peu souvent, mais ça me paraissait intéressant de vous donner les audiences mensuelles puisque tous les mois en fait il y a une sorte de récapitulatif. Nous on vous donne les audiences en général du prime time, mais en gros là le Médiamétrie va prendre tous les horaires des audiences de la journée, mais alors vraiment de minuit à minuit, pendant un mois, et va en faire une moyenne. Et qu'on va pouvoir comparer notamment à la moyenne du même mois l'année dernière. Et donc le 3 avril dernier, il y a donc environ une semaine, sont sorties les audiences mensuelles de mars. Et donc je vais vous donner ces quelques chiffres en vous disant que France 2, tout d'abord, a enregistré la plus forte hausse de part d'audience des chaînes historiques. Ce que j'appelle les chaînes historiques, c'est TF1, France 2, France 3, M6. C'est France 2 qui a gagné 1% sur les 4 ans et plus par rapport à mars 2022. TF1 reste leader avec une moyenne en général sur toute une journée, sur tout un mois, donc ça fait quand même 30 jours, hein, c'est une moyenne, c'est des chiffres qui sont, comment dirais-je, très précis. Hein. Quand on prend l'audience de 30 fois 24 heures, on a vraiment une large idée de ce qui se donne, donc c'est TF1 qui reste leader. TF1, elle est première avec 18,4% de part d'audience, 0,5 de plus qu'en février 2023. Évidemment, la chaîne, elle est contente de sa progression sur les fameuses FRDA, hein, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, où ça augmente. Voilà, la plus hausse forte, c'est France 2. Les premiers, c'est TF1, et notamment parce que TF1 a fait 7 des 10 meilleures audiences du mois de mars, avec notamment Les Enfoirés, 8,5 millions, et les 2 matchs de l'équipe de France, 7,7 le vendredi et 8 le lundi pour France-Pays-Bas et Irlande-France. France 3 est stable sur un mois grâce notamment à Alex Hugo, qui avec ses 5,5 millions le 28 mars a permis de faire un immense pas en avant. M6 aussi est stable. La plus grosse baisse, c'est pour BFM TV, qui a perdu pas mal de points, mais qui reste la 6e chaîne nationale BFM TV. Hein. On n'en parle jamais, nous, dans nos audiences, parce qu'ils passent pas de programme autre, on va dire, que des infos en continu et quelques-unes de leurs productions de documentaires. Mais ils sont quand même 6e chaîne nationale. Et la plus hausse progression de la TNT, c'est pour C8, notamment boosté par les audiences de Cyril Hanouna qui progressent fortement tous les soirs avec Touche pas à mon poste, qui monte beaucoup. Donc, au classement général, en résumé, la première chaîne nationale, c'est TF1, puis France 2, à la 2e place, France 3 à la 3e place, M6 à la 4e place. Jusque-là, rien d'étonnant. 1, 2, 3, 6, hein, c'est les chaînes que les gens regardent le plus. À la 5e place, c'est France 5. Donc, c'est pas mal du tout hein, pour une chaîne qui passe essentiellement des documentaires et des émissions sérieuses. Ils sont quand même 5e. Ensuite, BFM TV. Et là où c'est assez serré, c'est sur les places suivantes, hein, puisque 7e, c'est C8 avec 3,3%. 8e, TMC, 3%. 9e Arte, 2,9%. Et ensuite... Ah oui, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ouais, CNews qui est devant W9, puis RMC Story à la 12e place, LCI à la 13e place, et alors à la 14e place, égalité entre Sister et l'équipe. Puis viennent, je vous les donne quand même parce que c'est intéressant de voir aussi qui est à la fin du classement, puis viennent TF1 Série Film, 16e, égalité avec RMC Découverte, 16e,
TFX est 18e, Canal+ est 19e, mais on parle évidemment uniquement des programmes en clair, hein, qui marchent pas forcément très fort, c'est pas ce qui fait les meilleures audiences. C-Star 20e, Chéri 25 20e ex aequo aussi avec C-Star, Énergie 12 22e à égalité avec Gulli, et France Info 24e. À noter donc que Énergie 12, qui est la chaîne principale du groupe, arrive après sa petite sœur, Chéri 25, ce qui est quand même assez symptomatique. On disait il y a quelques temps qu'Énergie 12 allait pas très fort. C'est effectivement le cas. Énergie 12 qui se retrouve avant-dernière à égalité avec Gulli juste devant France Info. Et à noter que si on fait tout ce total-là, on arrive à environ 90% de téléspectateurs. Le reste, c'est les fameuses chaînes Mediamat thématiques dont je vous parlais. Il y a environ 10% des audiences qui sont faites par les chaînes Canal. Et d'ailleurs, quand on parlait des parts d'audience de TV Brest, de RTL 9, de Paris Première, elles pourraient figurer quand même dans la fin de ce classement. C'est-à-dire que pour des chaînes payantes, elles font mieux que des chaînes gratuites. Et c'est à noter. Donc ça, c'est sur la part d'audience mensuelle. Il y a la part d'audience annuelle qui est sortie en même temps. Et c'est un peu la même chose, hein. TF1, France 2, France 3, M6, France 5, BFM TV. Et là, toujours Chéri 25 devant Énergie 12. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est assez triste pour Énergie 12. On voit jamais ça normalement et dans aucun autre pays du monde où une chaîne, la chaîne premium est battue par sa petite sœur. Je suis étonné quand même pour France Info, je pensais qu'il serait plus haut dans le classement, je pensais qu'il y avait plus de gens. Moi, tu vois, quand je cherche une info, je vais plutôt la chercher sur France Info que sur BFM, et je pensais que les gens faisaient comme moi, mais apparemment pas du tout. Je suis comme toi, et alors c'est vrai que ce qu'on dit beaucoup du côté de France Info, c'est que la chaîne est encore toute récente, hein, par rapport aux autres, qui sont quand même des chaînes un peu plus établies. Et ce qui est vrai également, c'est que le numéro 27 alors bon, LCI marche bien en 26, marche pas trop mal en 26, mais 27, ça fait vraiment très loin, notamment en termes de chaîne info. Les gens qui zappent, ils sont déjà tombés sur BFM, ils sont déjà tombés sur CNews, ils sont déjà tombés sur LCI. C'est pour ça d'ailleurs que pendant un temps, ça a fait polémique et ça n'a pas eu lieu, mais France Info voulait récupérer le canal 14 de France 4. Et là, je pense que les audiences auraient été différentes. Et on parle encore, pour eux, pourquoi pas, du canal 19 de France Co. Ouais, ça serait déjà pas mal, effectivement. Et ça pourrait changer beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. On reste sur les chaînes les plus connues et tu vas nous parler d'M6 qui revoit complètement son plateau de JT. Ouais, c'est important de le noter parce que M6 va complètement modifier son plateau de JT qui va faire peau neuve très bientôt. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce qu'en général, c'est le type d'événement qui apparaît plutôt à la rentrée. C'est en septembre que les chaînes font leur refonte. D'ailleurs, il paraît que France 2 devrait le faire au mois de septembre. Eh bien là, pas du tout, puisque M6 va donc lancer son nouveau plateau le lundi 17 avril, donc la semaine prochaine à 19h45. Et le lendemain, le mardi 18, ce sera celui du 12h45. Donc ça va être complètement chamboulé, les couleurs modifiées. On va passer d'un plateau bleu plutôt pastel à un plateau bleu nuit. Le générique va être complètement modifié, remasterisé. L'habillage va être épuré. Tout ça, c'est des informations du site et du journal Télé Loisirs. Et c'est surtout le plateau qui va être modifié, puisque, alors c'est un plateau sur fond vert. Je sais pas si tu as l'habitude de regarder les JT sur M6, mais c'est un plateau sur fond vert qui, là, cette fois-ci, va faire 100 mètres carrés et avec un studio virtuel de 600 mètres carrés qui va donner beaucoup plus de profondeur. Et c'est vrai que sur M6, on a cette particularité de voir les présentateurs habituels, hein, Nathalie Renoux, Xavier Demoulin, Dominique Tenza, beaucoup marcher durant leur JT, là où sur TF1 et France 2, ils sont assis à leur bureau. Et bien là, visiblement, c'est une vraie chorégraphie. Nathalie Renoux, elle dit à Télé Loisirs, notamment, on va continuer de s'entraîner un peu parce que ça change pas radicalement notre travail. L'essentiel, c'est l'écriture de ce qu'on dit, mais quand même, il va falloir naviguer dans tout ça. Et donc, il y aura de nouvelles technologies mises en place, habituellement dédiées aux jeux vidéo, avec notamment beaucoup de réalité augmentée intégrée en direct sur le plateau. Ça avait été fait un petit peu sur TF1, mais on sent que c'est pas encore à la pointe de la technologie. Visiblement, sur M6, c'est quand même beaucoup plus abouti. L'idée, c'est de pouvoir voir une voiture, un char ou une vache dans un pré sur le plateau. C'est ce que disent les présentateurs d'M6. Et donc, il va y avoir aussi beaucoup de modélisation en 3D qui vont permettre d'étayer les propos des réalisateurs. Il faut noter que ça a été lancé il y a 14 ans, le 12h45 et le 19h45. Avant, les plus anciens se rappellent peut-être comme moi du 6 minutes, ce journal toute image, qui en fait durait 12 minutes. D'ailleurs, hein, au tout début, le 6 minutes durait 6 minutes, puis après, il a duré 12 minutes. Et c'est un véritable carton d'audience sur M6, hein, le 12h45 et le 19h45. Ça marche très très bien, parce que l'info est assez dynamique. Ça a été les premiers à parler notamment de la chasse aux fake news, à donner des infos venues d'Internet. C'est un JT complet, pas très long, mais encore une fois très dynamique, et c'est surtout
surtout le JT qui fait, on va dire, le JT le plus jeune, regardé par la population la plus jeune. La moyenne des téléspectateurs du 12-45 et du 19-45, c'est 47 ans, alors que le 20h de TF1, c'est 57 ans, et celui de France 2, 63 ans, en moyenne. Donc là, ils font vraiment peau neuve, donc c'est chouette. Et à noter l'arrivée du Joker de Nathalie Renoux, Enfanet Minte, qui va présenter dorénavant une chronique, on va dire un petit peu feel good, une chronique avec des informations, comment dirais-je, des informations positives et avec une partie proximité. Donc l'idée, c'est pas faire du journal des bonnes nouvelles, comme le dit la journaliste, mais effectivement de mettre en lumière des initiatives positives qui font avancer les choses, plutôt que d'avoir une information et des actualités toujours un peu moroses. Donc moi, personnellement, c'est vrai que j'y suis venu de plus en plus à ces JT d'M6, parce que déjà l'horaire me correspond bien au moment où je mange, donc c'est sympa de regarder ça en mangeant. Et puis ça finit pas trop tard, je peux me lancer un film pas trop tard après, ou regarder scène de ménage ou d'autres choses. J'ai hâte de voir ce nouveau plateau parce qu'encore une fois, j'insiste sur ce que je vous disais au tout début de chronique, ce qui est très original, c'est de le lancer comme ça en plein mois d'avril, juste avant les vacances. L'été n'est pas encore tout à fait là, mais presque. Là où toutes les autres chaînes traditionnelles le font en septembre. Mais encore une fois, ça c'est bien la marque d'M6 de complètement modifier ce qui était fait auparavant. Non mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi parce que c'est vrai qu'M6, le peu de fois où je regarde le journal télévisé de façon fixe, c'est sur M6. Parce que c'est vrai que, bon, après, on remarque vite que tous les journaux ont leur propre thématique et leur propre façon de faire. Hein. Finalement, on a l'impression qu'un journal télévisé, c'est un journal télévisé, que ce soit sur TF1, France 2 ou M6, mais quand on s'y intéresse un petit peu, c'est vrai que le niveau d'information est différent, le timing des informations, les images diffusées, il y a plein de choses qui changent. Et c'est vrai qu'M6, c'est celui quand même comme toi, qui me correspond le mieux au niveau des horaires, au niveau du rythme des informations et puis des images montrées. Donc, ouais, c'est vrai que je suis hyper intéressé. Puis c'est le JT des chaînes, c'est quand même leur marque de fabrique. C'est-à-dire que c'est quand même une vitrine, hein, et donc s'ils se loupent au niveau du générique ou de la présentation de leur JT, ils peuvent vite perdre de l'audience sur d'autres programmes parce que les gens sont un peu dégoûtés. Donc c'est vrai que ça peut être c'est un pari assez intéressant, quoi. Ouais, tout à fait. Donc à voir ce que ça va donner en termes d'audience. Ça devrait pas beaucoup modifier les choses, mais quand même en termes d'image, c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'écran la semaine prochaine. On change complètement de sujet et on va parler de Dex Superstar dans des programmes où on ne les attend pas. Quel programme, mon cher David ? Oui, alors c'est aussi le magazine Télé Loisirs qui a sorti ces infos que j'ai trouvées super intéressantes et que je voulais partager avec vous. C'est des choses qu'on n'a forcément pas l'habitude de voir ou d'entendre. Et est-ce que tu connais Franck Delay ? Pas du tout. Cher David. Non, ça ne me dit rien. Alors je sais que tu as plutôt grandi en Belgique, mais je pense qu'il était quand même hyper populaire aussi en Belgique au milieu des années 90. En tout cas, moi, je le connais très bien. Franck Delay, c'est un ex des To Be Free. Ah, bah oui. Ce boys band culte. Alors malheureusement, Philippe Nikolic nous a quittés il y a déjà quelques années, qu'il est décédé. Et il y avait aussi Abel, je crois, qui était avec eux. Et donc, Franck Delay, ex-membre des To Be Free, qui d'ailleurs, allez, on fait un petit coucou, va venir à Bourbon-Lancy très prochainement dans notre ville pour une pièce de théâtre. Je crois que c'est le 17 juin. Eh bien, Franck Delay, qui depuis a quitté le monde des boys bands et qui est devenu comédien, eh bien, figure-toi qu'il va être dans un futur numéro de Camping Paradis. D'accord. Il va jouer dans Camping Paradis dans un numéro intitulé, attention, roulement de tambour, tiens-toi bien, un boys band au paradis. Ah. Donc, je pense qu'il va jouer, malheureusement, s'il voulait un petit peu effacer son image d'ex-star de boys band en tournant dans Camping Paradis, c'est un peu mal barré. C'est dommage parce qu'ils auraient pu appeler ça, partir un jour au paradis, tu vois, ça aurait été un petit peu plus subtil quand même. Bah oui, c'est clair. Mais là, c'est vrai que ça me fait un peu sourire parce que je me dis, le pauvre, il essaye de se reconvertir en comédien et visiblement, il le fait plutôt bien. Et alors là, lui recoller cette image à la peau, bon, bref, c'est peut-être pas forcément ce qui était la meilleure idée du siècle. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Une autre ex-superstar dans un registre complètement différent, c'est Clara Morgan, personnalité évidemment... photos et films érotiques, eh bien figure-toi qu'on va la retrouver dans un registre assez surprenant puisque elle va faire partie d'un groupe de personnalités pour la chaîne C8 qui vont aller vivre dans un monastère. Alors c'est vrai que l'image de Clara Morgan et l'image d'un monastère, c'est pas forcément les deux choses qu'on associe immédiatement, mais c'est une émission prévue par C8. Alors on sait qu'il y aura Clara Morgan et qu'il y aura aussi Paul Elkarat. Paul Elkarat, c'est le super champion autiste Asperger qui a été très très fort dans les 12 coups de midi sur TF1, qui fait maintenant partie de l'équipe des grosses têtes. Et donc, ça va être l'occasion pour ces stars
de vivre quelques jours dans un monastère pour se retrouver un petit peu et puis j'imagine faire des confidences à la caméra. Mais là, c'est vrai que ça m'a un petit peu amusé aussi parce que, effectivement, encore une fois, Clara Morgan et monastère, c'est pas forcément des choses auxquelles on associerait forcément tout de suite spontanément. C'est vrai, complètement. Mais ça va être une télé-réalité, du coup. Ouais, c'est ça. Bon, une émission de télé, on va dire, ça va pas vraiment être télé-réalité, on va pas les suivre au quotidien. Mais je pense que ça va être, ils vont être au monastère, on va les filmer, puis après on va en faire un résumé dans une émission plus de confidence à mon avis. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ouais, pourquoi pas. Et enfin, deux dernières stars, Michael Youn et Jennifer, qui sont actuellement en tournage pour un téléfilm sur TF1. Et alors là où c'est un petit peu hors du commun, c'est que c'est un téléfilm de super-héros. C'est assez fou, hein, TF1 qui se lance dans des choses comme ça. On a vu que Avenir avec Kev Adams dans la science-fiction n'avait pas marché très très fort. Et bien là, il y a un téléfilm qui va s'appeler Super Papa. Il est actuellement en tournage et le comédien va jouer un père se découvrant un super pouvoir. Et sa femme, ce sera la chanteuse Jennifer, qui elle sera une prof d'SVT. Donc voilà, c'est les trois petites brèves dont je voulais vous parler qui viennent donc encore une fois de Télé Loisirs. Hein. Franck Delay dans Un boys band au paradis, Clara Morgan au monastère et Michael Youn en super-héros. C'est des stars qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces registres, mais tout ça devrait arriver dans quelques mois sur nos grandes chaînes. Bah écoute, ça nous fait encore déjà des programmes à débriefer quand ça sortira. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des audiences, parce que ça peut être, enfin c'est que des programmes un peu, bah après Camping Paradis pas trop, mais Clara Morgan dans un monastère et Michael Youn et Jennifer dans une série un petit peu fantastique, pourquoi pas quoi. C'est clair. À essayer de débriefer, ça peut être sympa. Et on va terminer peut-être avec les records d'audience. Eh ben vas-y, termine avec les records d'audience. Ça y est, c'est la fin de notre classement. Alors, ça va me manquer, hein. Eh ben écoute, si ça va te manquer, j'ai peut-être d'autres classements. J'ai vu que notamment étaient sortis récemment les 20 meilleures audiences de films à la télé de tous les temps. Ah bah ça, je veux bien, ouais. Si ça vous intéresse, on peut essayer de se lancer dans ça la semaine prochaine. Je crois qu'on s'était arrêté à la chaîne L'équipe avec le Ballon d'Or la dernière fois, ou est-ce qu'on avait parlé de Sister? Non, on s'était arrêté à l'équipe, il me semble. Hein. Si je te dis La Belle et le Clochard sur Sister. Ah si, on avait fait Sister, ouais. Il me semble bien, donc on va passer à RMC Story, qui a fait son record d'audience avec du foot, puisque, je vous le rappelle, que la finale de la Ligue des Champions, on en a déjà parlé, c'est une finale qui est obligatoirement diffusée en clair. Actuellement, c'est Canal+, qui a les droits de la Ligue des Champions. Certes, ils co-diffusent la finale, mais ils n'ont pas le droit d'avoir l'exclusivité des droits. Et ça, c'est assez chouette. C'est un petit peu c'est une loi française qui est assez chouette, je trouve, c'est qu'il y a des grands événements comme Roland-Garros, comme le Grand Prix de France de Formule 1, même si malheureusement pour l'instant il n'y en a plus, comme la finale de la Ligue des Champions, comme les matchs de l'équipe de France masculine, etc., ou le Tour de France. Il y a des événements qui sont obligatoirement en clair. Le ministère oblige les chaînes de télé à les diffuser gratuitement. Donc la finale de la Ligue des Champions, même si toute la compétition est sur Canal+, ou avant sur RMC Sport, eh bien, ces chaînes-là sont obligées de vendre ou alors de céder à leurs petites sœurs. Ça a été le cas souvent avec Canal+ et C8, par exemple, sont obligés de céder la finale de la Ligue des Champions à une chaîne gratuite. Et quand c'était RMC qui avait les droits, RMC Sport, eh bien, ils avaient donné la finale une fois à RMC Story. Il y a même une fois où c'est BFM TV qui avait diffusé la finale, puisque BFM, c'est une chaîne du groupe RMC. D'accord. Et donc, RMC Story, son record, c'est très récent, c'est en 2021, avec 2 400 000 téléspectateurs pour la finale de Ligue des Champions Manchester City-Chelsea. Ah oui. Alors, RMC Story, c'est vrai que c'est une chaîne qui ne passe plus du tout de cinéma, contrairement à ce qui était fait auparavant sur numéro 23, comme s'appelait la chaîne. Donc, on vous parle très rarement des audiences, mais c'est plutôt dans la moyenne TNT. On est sur du 500 000, 600 000, 700 000. Là, 2,4 millions, autant vous dire que c'est énormissime pour la chaîne. Ah bah complètement. Côté RMC Découverte, chaîne numéro 24 de la TNT, son record, c'est une émission produite par la chaîne, c'est Top Gear. Top Gear, c'est ce programme emblématique de l'automobile en Angleterre. Eh bien, Top Gear France, le 18 mars 2015, a fait 926 000 téléspectateurs. Ah bah dis donc. C'est le record de la chaîne, ce qui est aussi beaucoup, hein, puisqu'en général, RMC Découverte, pour le coup, on est plutôt en prime time entre 300 et 400 000. Et c'est vrai que Top Gear France avait beaucoup marché. Avec notamment Philippe Lelouch, hein, qui avait incarné beaucoup ce programme chez nous en France. La numéro 25 de la TNT, Chérie 25, c'est en 2017, 25 octobre 2017, avec 200 et d'encre, qui est un téléfilm français et qui avait fait 842 000 téléspectateurs. Avec 842 000 téléspectateurs sur Chérie 25, c'est le record le plus faible de tous ceux que je vous ai cités depuis que l'on égrène tout ça. C'est vrai. Avec 926 000 Top Gear France et 990 000 incontrôlables sur ces stars.
sont les autres, on va dire, records bas, mais c'est vraiment le plus bas, c'est sur Chéri 25. À noter que France Info n'a pas donné son record d'audience de tous les temps, donc on va s'arrêter à LCI. C'est le record sans doute l'un des plus récents, même si le plus récent c'est le numéro 1 de TF1 qui avait lieu en décembre 2022 pour Argentine-France. Eh bien, c'est le face-à-face. C'était un débat en mars 2022 pour la présidentielle entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. La chaîne numéro 26 de la TNT avait fait 1 100 000 téléspectateurs. Là aussi, c'était dense. C'est fou. Voilà pour la fin de ce top. Et puis donc voilà, pourquoi pas d'autres tops dans les semaines à venir, si ça vous a plu et si ça t'a plu surtout. Ah bah complètement, moi j'adore. En tout cas, moi je suis bien partant. Ah ouais, carrément, franchement c'est trop chouette. Enfin, ça permet d'analyser vraiment l'état de la télévision. Et puis c'est quand même marrant de voir la différence que tu peux avoir entre deux chaînes. Enfin, tu viens de citer Chéri 25 qui en ce moment est en train de pas de grimper, mais de passer devant Énergie 12 et qui finalement n'a jamais atteint le million de toute son histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment très intéressant, moi aussi. Eh ben écoute, Chéri 25 va-t-il dépasser le million dans les semaines à venir? Tu vas nous donner le programme des chaînes qui arrivent. On va commencer par le samedi 15 avril. Je vous l'ai dit, plus de cinéma sur Sister, puisque c'est l'émission Les Rois du Rangement qui revient tous les samedis soirs, mais quand même du cinéma sur le groupe M6, puisque la case film va glisser du côté de Gulli. Sur la chaîne numéro 18, on vous rappelle que Gulli Prime, ils veulent faire, comment dirais-je, des programmes familiaux et pas uniquement pour enfants en prime time, qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et je dois dire que c'est un vrai coup de cœur que pour moi le film de samedi soir. On va scruter les audiences pour voir ce que ça donne. Et ce film, c'est Zombielenium. Je sais pas si tu l'avais vu. Non, je l'ai pas vu. Alors j'ai essayé de lire la BD, mais j'ai eu un peu de mal à accrocher. Mais j'ai très hâte de voir le film d'animation parce que vraiment ça me tentait bien quand il est sorti au cinéma. Alors effectivement, moi je l'ai pas vu en salle non plus. On l'avait pas passé d'ailleurs chez nous, mais je l'avais vu sur Canal à l'époque. Et ça avait été une très bonne surprise. L'animation est super chouette. Effectivement, j'ai jamais lu la bande dessinée non plus, mais c'est vraiment pas du cinéma que pour les petits. Zombielenium, je le conseillerais pas forcément avant 7-8 ans. Il y a certes plusieurs degrés de lecture, mais quand même, c'est un film, c'est assez dur ce qui se passe dedans, mais je le trouve vraiment très chouette et que Gulli lance la case cinéma avec celui-là, je trouve ça vraiment cool. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment, je dis pas ça, c'est pas pour faire genre, j'ai vraiment hâte de voir l'audience que ça va donner dimanche matin, parce que ce sera le seul film au programme samedi soir. Ah, complètement. Bon, c'est là où je m'énerve. Nous sommes dimanche soir, David. Je suis triste parce que je vois pas ta tête. D'habitude, je vois ta tête de surprise quand je t'annonce les duels du dimanche. Là, j'avoue que j'ai vraiment de plus en plus de mal à comprendre TF1, qui la semaine dernière nous place Jumanji, comme on l'a dit, 2 ans après un pack où il avait cartonné, mais où les gens l'ont tous encore en tête et ils ont passé le 2 il y a pas longtemps. Et là, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Le film, on rappelle qu'on est en période de vacances scolaires. Donc, en général, où les audiences cartonnent. Eh bien, alors, peut-être que vous allez trouver ça logique comme choix. Moi, j'ai du mal à comprendre. TF1 va diffuser Iron Man 2. D'où ça sort? Et pourquoi? Alors déjà, par contre, maintenant, on sait, moi j'avais un petit doute parce que les vieux Marvel, c'était M6 qui avait encore les droits jusqu'à peu. Premier Avengers, Iron Man 1, 2, Incroyable Hulk. Donc là, on sait que TF1 a arraché les droits. Mais pourquoi Iron Man 2 à ce compte? Alors, j'ai vérifié, le 1 n'a été diffusé nulle part il n'y a pas longtemps. Pourquoi le 2? Pourquoi? Alors, c'est là comme on vous dit des fois qu'il faut se méfier, parce que des fois on dit que 2 millions c'est génial quand c'est un film sur France 3 et que 4 millions ça peut être un peu décevant sur TF1. Là, c'est un peu pareil. En été, par exemple, on sait que les chaînes font beaucoup moins d'audience, qui est assez logique. Les gens l'été sont dehors, font des barbecues, mangent dehors, vont se promener après manger, sont en vacances, vont à la plage, etc. Donc, en général, et je trouve ça même plutôt pas mal, plutôt sain, les chaînes rediffusent des films, et c'est l'occasion en été, parfois, plutôt que d'être toujours dans la course à l'inédit, de revoir des choses qu'on a bien aimées. C'est un peu la même chose d'ailleurs avec les films de Noël. Donc si je voyais TF1 passer Iron Man 2 le 14 juillet, je me dirais, pourquoi pas, c'est sympa. Mais là, dans une case aussi importante, avec 2 zones en vacances, ouais. Iron Man 2, je ne comprends pas. Non, je sais pas, t'as peut-être une analyse, David, mais quand j'ai vu ça l'autre fois, je ne comprends pas. Non, j'arrive pas à analyser, parce qu'en plus, c'est vraiment pas le plus apprécié de la saga Iron Man. Quitte à en passer un, tu passes le premier, mais il me semble qu'il avait été diffusé sur W9 il y a pas si longtemps, mais c'est peut-être un vague souvenir
et si ça se trouve c'était il y a quelques années. Non, vraiment, là, je comprends pas leur logique Marvel, surtout qu'il n'y a pas de Marvel de prévu dans les semaines à venir. Bah ouais, alors le 2, en plus, il a 13 ans. Je dis pas que c'est un vieux film, mais il est de 2010 quand même. C'est pas un truc tout récent. Ben ouais. Et c'est très décousu. Et alors, fun fact, entre guillemets, dimanche soir, en allant me coucher, parce que je prenais, ça c'est de la vie perso, mais je prenais le train très tôt lundi matin, mais j'ai quand même mis TF1. J'ai revu la fin de Jumanji parce que même si j'ai beaucoup râlé, moi Jumanji, j'aime beaucoup. Vraiment, quand je suis allé le voir au cinéma, je me suis dit encore un reboot, on n'en a pas besoin. Et finalement, j'avoue que c'est un film avec Dwayne Johnson que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, je vais revoir la fin. Ah oui, il est chouette. Ouais. Et donc, fun fact, si je puis me permettre, c'est que quand le film du TF1 du dimanche soir se termine, 100% du temps, 95% du temps, après le générique, il y a la bande-annonce du suite de la semaine suivante, qui est assez logique. Il faut donner envie aux gens qui ont vu le film de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on va voir dimanche prochain? Eh bien, entre Jumanji et Esprit criminel, à aucun moment il y a eu la bande-annonce d'Iron Man 2 ou la moindre pub pour Iron Man 2. On a vu Je te promets, on a vu Masked Singer, on a vu les événements qui vont arriver dans les prochains jours, mais rien sur Iron Man 2. C'est assez, pour moi, ça veut en dire long quand même, hein. On a presque l'impression, je sais pas, qu'ils assument. Enfin, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Moi, je ne comprends pas d'où sort cet Iron Man 2. Et puis en plus, enfin, c'est vraiment la case cinéma de TF1 là depuis quelques semaines est assez particulière parce que ils passent du direct au VOD. Ils ont passé Wonder Woman 84, bon, qui était la suite de Wonder Woman, mais qui pareil n'était pas sorti au cinéma. Ils passent un film inconnu il y a 2 semaines, voilà, bon, qui était apparemment très bien, qui a fait ses audiences et tout, donc c'est chouette pour eux. Mais c'est vrai que on avait vu Ant-Man and the Wasp et Ant-Man qui avait pas fait des chiffres extraordinaires parce qu'ils l'avaient diffusé pendant le confinement. Alors c'est vrai que c'est quand même assez étrange comme décision de partir sur un film comme ça qui n'a aucun sens. Enfin voilà, c'est diffuser du Marvel pour diffuser du Marvel, et quitte à avoir tous les Marvel, moi je passerais plutôt Captain America, le Soldat de l'hiver ou Civil War ou quelque chose comme ça quoi. Mais là je vois pas l'intérêt. Ouais, Iron Man 2, je vois pas trop d'où ça sort. Alors du coup, je suis bien embêté de pronostiquer une audience pour la semaine prochaine, mais du coup, hyper curieux de vous donner les résultats. C'était la même chose pour Pâques, hein. J'étais assez déstabilisé, et là, je suis encore plus. Alors, face à Iron Man 2, ce sera un film inédit, pour le coup, sur France 2, qui va diffuser #Je suis là d'Éric Lartigot avec Alain Chabat, qui est un restaurateur divorcé au Pays Basque. Il a du mal à communiquer avec sa famille et via les réseaux sociaux, il va converser avec So, une Coréenne, et donc il va prendre l'avion pour la rejoindre. C'est ça. Je l'avais vu sur Canal, j'avoue que j'avais pas été aussi emballé que beaucoup de gens qui l'ont adoré. J'ai trouvé que c'était une énorme pub pour l'aéroport de Séoul en fait. C'est-à-dire que le film est très lent, il y a très peu de musique, enfin c'est très particulier. C'est un film France 2, hein, véritablement pour le coup, c'est un film qui correspond tout à fait au catalogue de France 2. Ça va plutôt s'adresser aux cinquantenaires, voire sexagénaires, qui ont du mal à voyager, qui ont envie d'un petit peu de rêverie, et bon, mais ouais. Là, pour le coup, alors pour pronostiquer ça, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être compliqué, ouais. Alors bon, c'est vrai que c'est un duel assez inattendu, mais alors en même temps, c'est bizarre, mais bon, Iron Man 2, il aura peut-être son public, et moi, je l'ai pas vu depuis le cinéma, je crois. C'est pas exclu que je me mette devant, encore une fois. C'est juste que c'est très bizarre, et on avait l'habitude de vous présenter quand même des duels du dimanche assez logiques, entre guillemets. Il y avait des trucs chou, et là en fait on est vraiment déstabilisé. C'est pas un coup de gueule, mais c'est que c'est bizarre, on s'attend pas à ça, donc à voir ce que ça peut donner. Il y a pas le Grand Prix de Monaco dimanche là, il y a pas le Grand Prix de Monaco qui arrive là? Non, c'est fin mai le Grand Prix de Monaco, parce que pas tout de suite. Donc, je m'étais dit peut-être tu vois l'un dans l'autre, peut-être qu'ils ont essayé de faire de la com, de surfer là-dessus, mais là du coup je vois pas. Bon alors sur les autres chaînes, sur Arte, ce sera En pleine tempête. C'est rigolo parce que ça pour moi c'est typiquement un film du dimanche soir de France 2. Je l'ai vu 2 fois sur France 2, il avait dû passer à 2-3 ans d'écart. La première fois, j'étais au collège, la deuxième fois au lycée. C'est un film de Wolfgang Petersen avec George Clooney et Mark Wahlberg, pris dans une tempête dans la mer, je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me parle. C'est vraiment un gros blockbuster, j'allais dire des années 90, mais non, il est sorti en 2000. Donc ouais, j'ai dû le voir dans ses premières diffusions télé. C'est assez impressionnant comme film, hein. Ce qui est rigolo, c'est qu'en deuxième partie de soirée, Arte va diffuser un documentaire qui s'appelle Keanu Reeves, le Messi Pop. Donc c'est assez marrant, ouais, sur justement à l'occasion de la sortie de John Wick. Donc ça doit être rigolo à voir, je pense, ce programme. Sur C8, ce sera Dialogue avec mon jardinier. Là aussi, l'anecdote perso, moi je l'ai découvert dans l'avion entre l'île Maurice et Sydney quand je suis allé en Australie.
et je ne vais pas vous cacher que je me suis un peu assoupi devant, mais en même temps j'étais dans l'avion en plein jet lag. Mais avec Daniel Auteuil et Jean-Pierre Daroussin, et il paraît que c'est un très très joli film. Bon bah c'est pas un film d'action, hein, ça bouge pas beaucoup. C'est un Becker, Mais quoi. ouais voilà Voilà, exactement. et C'est exactement. c'est des films de dialogue très doux, très nature, sur des gens qui se rencontrent. Ça se regarde. Après, il faut aimer le style, quoi. Sur W9, Love Addict avec Kev Adams. Bon. Ouais, voilà. Sur TFX, un film qui a été repassé cet été justement sur TF1 qui avait bien marché. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce film de 2016. C'est Bienvenue à Marly-Gaumont, qui raconte l'histoire de Kamini, oui. qui donc a son papa qui est diplômé d'une école de médecine de Kinshasa en Afrique et qui va aller s'installer dans le Nord, en Picardie, pardon, en Marly-Gaumont. Et du coup, bah, il va forcément mal se faire voir parce qu'à l'époque, dans les années 70, on est dans une France rurale quand même avec des préjugés racistes assez marqués. C'est un film plutôt marrant, moi je l'avais bien aimé, je l'avais vu en salle, c'est pas trop moralisateur dans le sens où c'est pas un film, on va dire, c'est un film à la fois quand même engagé sur le racisme, mais avec quand même pas mal de légèreté. Personnellement, moi je l'aime bien, donc sur TFX, ça reste un film assez sympathique si vous avez l'occasion. Et enfin, sur Sister, ce sera Nanny McPhee avec Emma Thompson, un film que j'ai jamais vu. Donc voilà pour le programme du dimanche. Je ne sais pas ce que tu as à en dire, mais moi je reste vraiment bloqué sur cet Iron Man 2 face à Je suis là. C'est quand même assez dingue, quoi. Bah, ouais, je vais t'avouer, Marly-Gaumont, je l'ai pas vu, donc peut-être que j'arriverai à me caler devant. Dans l'ensemble, c'est vrai que c'est pour un dimanche extraordinaire, pour un dimanche de vacances, enfin, sans déconner. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on rappelle que c'est les vacances, quoi. Et en fait, ouais, les inédits, Wonder Woman 84 par exemple, ou je sais plus comment ça s'appelait, c'est pas le casse du siècle, le braquage là, c'est passé hors vacances et ça a cartonné. Et pourtant, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué d'imaginer que pendant les vacances, il y a plus de gens devant la télé parce que les enfants. Bon, alors certes, Iron Man 2, peut-être qu'on se dit, ouais, les enfants, les ados vont le regarder. Ça reste pas un film hyper enfantin quand même, Iron Man 2. Non, mais il est assez dur celui-là en plus, donc. J'avais eu l'info Iron Man 2 la semaine dernière. C'est pour ça que je t'avais dit que j'allais un peu râler parce que je trouvais ça bizarre. Mais il y a une info que j'avais pas, qui du coup explique peut-être un peu Iron Man 2. C'est pour ça que c'est un peu du teasing là que je vais te donner tout de suite, mais en même temps que je trouve aussi super chelou. Lundi 17 avril, alors rien à voir avec Iron Man, sur France 3, vous avez l'habitude maintenant de la classe cinéma sur France 3, c'est Pièces montées de 2010 avec Clémence Poésy, Jérémy Régnier, Julie Depardieu et Jean-Pierre Mariel. C'est un film de mariage, un peu comme Mariage justement. C'est bien un film sur France 3 pour là aussi, on va dire, les seniors peut-être plus. Il n'y a rien de très révolutionnaire là-dedans. Ouais, petit film. Petit film. Non, c'est sur France 3 quand même en prime time. À titre personnel, on va dire que j'y crois pas énormément. Mais bon, je sais pas si ça te dit quelque chose, toi, Pièce montée. De vite fait, oui. Sur Arte, L'inspecteur Lavandin de Claude Chabrol. Bon, on a l'habitude des films avec notamment Jean Poiret et Jean-Claude Brialy, un film de 1986. Donc, on a l'habitude du cinéma de patrimoine le lundi soir sur Arte. W9, Le flic de Beverly Hills 2. Bah, normal, il y a eu le 1 la semaine dernière. Oui. Et alors là, attention, TMC, Iron Man 3. Mais quoi? Oh là. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir ta tête, en fait. Parce que quand j'ai lu ça... Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que, alors c'est la première fois de mémoire, enfin peut-être que ça a déjà eu lieu, que je vois le film sur TF1 et la suite le lendemain sur TMC. Du coup, on veut se dire... Oh, t'imagines le bordel de ton programme télé. C'est peut-être pas bête, parce que les gens qui ont vu le 2, ils vont peut-être vouloir voir le 3 le lendemain. Mais alors déjà, il faut rappeler que dans le MCU, Iron Man 3, il n'arrive pas après Iron Man 2 tout de suite. Il y a un petit film au milieu qui s'appelle Avengers, plus d'autres d'ailleurs, donc c'est quand même important d'avoir vu. Et surtout, la chaîne Premium, TF1, qui est la première chaîne d'Europe, en fait, met un film plus porteur le lendemain sur sa petite sœur, le lundi soir. Qu'est-ce qu'ils font? C'est hyper bizarre quand même. Mais pourquoi ils ont pas passé Avengers dimanche? Ça aurait été vachement plus intelligent. Carrément, oui. Ou alors, la semaine dernière, Iron Man 2 sur TF1 et Iron Man 3 sur TMC. Bah oui. Pardon, oui, la semaine dernière, Iron Man 2 sur TMC, et je me suis trompé. Et Iron Man 3 le dimanche, c'est ça. Et Iron Man 3 le dimanche. Ils auraient fait le 2 et le 3 le dimanche, parce que le 3 est quand même un peu plus porteur, point de vue audience. Et si je peux me permettre, David, de spoiler un petit peu l'émission de la semaine prochaine, j'ai vu le film qui va passer le lundi 24 avril sur TMC. Oui, ça n'a rien à voir, je suis sûr. À ton avis, après Iron Man 2, Iron Man 3, à ton avis, ça va être quoi? Je sais pas. Il n'y a pas d'Iron Man 4. Hein.
Non. Non. Eh ben, Ça va être. Vas-y, j'ai envie que j'ai envie que tu testes. non, mais Vas-y, ça va pas essaye. être un Marvel, c'est sûr, parce qu'ils sont tellement cons en ce moment que ça va être un truc à la con, je sais Eh pas. ben, Les Tortues Ninja de eh Michael ben, Bay. eh ben non, ça va être un Marvel Iron Man 2, Iron Man 3, donc du coup lundi Iron prochain, Man. Avengers Ah, Endgame. mais quoi? Bah Oh oui, là, mais putain. pourquoi passer Infinity War avant? Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Et franchement, alors si vous nous écoutez TF1, je suis sûr que non, mais si vous nous écoutez, Mais oui. le directeur de la programmation casse cinéma de TF1, envoyez-nous un tweet. Faut nous DM là, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Vraiment, on a hâte de discuter avec vous et je suis sûr que vous avez une bonne raison, hein. Mais nous, on n'arrive pas à Mais oui, comprendre mais- laquelle en fait. Et donc du coup, vraiment, ça fait 1 mois qu'on se pose des questions sur ce que vous foutez sur votre cast cinéma. Donc ça serait très sympathique à vous de nous envoyer un message pour qu'on discute ensemble, comme on l'a fait avec Manuel Alduy, pour pouvoir comprendre vos raisons de ces casts cinéma entre TF1 et TMC. Parce que Avengers Infinity War, pour le coup, et Endgame, là, ils se suivent vraiment, même s'il y a eu un film entre. Mais pourquoi passer Non, mais c'est Endgame fou, tout seul? c'est fou. Alors, je me dis que ce sera le dernier lundi des vacances, du coup, Ouais. où il y aura plus la zone, la nôtre, mais il y aura encore les Parisiens, la zone de Paris et les Toulousains. Donc, j'imagine qu'ils ont voulu se dire, ouais, c'est un lundi de vacances, on met un gros Marvel. Mais à ce compte-là, fallait faire, là, le 17 Infinity War et le 24 Ah Endgame. oui. C'est le gros problème, je pense, de TF1 qui a les droits des films Marvel, mais qui se rend compte que malheureusement, les films Marvel, et ça c'est un défaut qu'on a toujours dit, ils ont du mal à vivre les uns sans les autres. C'est ça. Voir Ouais, Endgame complètement. sans ce qu'on a vu avant, ça a très peu de sens. Voir Iron Man 2 sans le 1 à la limite, mais enchaîner le 2, le 3, puis Endgame, je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment du... Bah sinon, faut passer les premiers de chaque licence, quoi. Captain America, premier du nom, Iron Man, Shang-Chi, tu vois, des films où en fait ils sont indépendants parce que c'est une présentation, c'est une origin voilà. story et voilà quoi. Bah ouais, donc là je suis... En tout cas, allez quand même voir une chaîne du groupe TF1 le lundi 17 avril, puisque sur TF1 Série Film, il y aura la folle soirée du Palma Show qui est rediffusée, et je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième, je sais pas, mais c'est pas la plus récente, mais j'aime trop le Palma Show. La dernière fois, c'était à mourir de rire. Donc, voilà. En vrai, là, on a fait le gros de la chronique télé, parce que je trouve que là, il y avait vraiment 1000 choses à dire là-dessus, c'est vraiment... ce micmac Marvel là, Ouais, c'est bon, vrai bref. que bon. Mardi soir sur Canal, d'habitude c'est une case arrêt-essai. Ouais. Et là, ils vont passer un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais moi je l'ai bien aimé au mois d'octobre dernier. C'est Là où chantent les écrovisses. Oui, je l'ai pas vu. Passé au cinéma. Je l'ai pas vu, mais ça avait l'air très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé l'enquête. Je me suis laissé prendre au jeu. C'était assez surprenant. Encore une fois, hein, la nouvelle chronologie des médias, j'ai l'impression que je viens de le voir en salle et il est déjà à la télé. Mais Là où chantent les écrevisses sur Canal, mardi soir, moi je le conseille vraiment beaucoup. Sur W9, premier de la classe, avec Michel Larocque, Issa Doumbia, Nicole Ferroni. Ah oui, c'est le gamin qui ment sur ses notes là, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Et en face, c'est rigolo parce qu'en face, c'est un film de Pâques. C'était Mon bébé. C'est sur C8. Mon bébé, il a été passé pour Pâques 2021 sur France 2. Et donc, je dis un film de Pâques, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Pâques, mais c'est rigolo parce qu'il a été passé à Pâques la première fois il y a 2 ans. Du coup, on voit que C8 a racheté les droits à France 2 de ce film. C'est un film de Lisa Asuelos. Je pense qu'il le diffuse parce que actuellement, La Chambre des Merveilles, c'est ça? Je me trompe tout le temps dans le titre du film, est actuellement en salle. Sur TFX, on continue la saga Jurassic Park avec Le Monde Perdu. Là, pour le coup, TFX, chaîne du groupe TF1, mais qui a une certaine logique. Hein. Il y a Jurassic Park, la semaine prochaine, il y a le 2. C'est plutôt pas mal. Sur Energy 12, un film que je n'ai jamais vu, c'est Real Steel de Sean Levy, le réalisateur justement d'Iron Man 3 avec Hugh Jackman. Donc je pense que je me mettrais devant. Je l'ai jamais vu. Bah tu vois, on en parlait en off des fameux one-shot que tentaient certains gros studios parfois et que ça c'était payant. Et bah Real Steel c'était payant. C'était vraiment une tentative de Disney de faire un film complètement indépendant sur un scénario original et ça marchait super bien. Voilà, j'espère que ça va marcher en tout cas. Ouais, de ouf. On le souhaite en tout cas. Energy 12 et sur Gulli, Alvin et les Chipmunks 2 et sur Sister, un film que j'aime beaucoup de 2011, Crazy Stupid Love avec Steve Carell, Ryan Gosling et Julianne Moore et Emma Stone. Alors c'est vraiment un film de romance que je trouve vraiment trop chouette. Je suis pas sûr qu'en termes d'audience ça va cartonner,
Mais merci M6 de diffuser ce genre de film en prime time à la télé, c'est trop cool. Il est trop bien et il est hyper sérieux. Enfin, on dirait pas comme ça, mais il y a des comédies romantiques qui sortent un petit peu du lot et celle-là en fait partie parce que ça parle de sujets vraiment importants. Ça parle de divorce, ça parle de relations avec ses parents. Enfin, ça parle de plein de choses et c'est vraiment chouette. Mercredi sur TF1, Grey's Anatomy avec les épisodes 18, 19 et 20. Alors de la saison 18, je crois. Tu t'engages dans un truc là. Ouais, c'est ça, de la saison 18. Non, parce que, en plus, TF1, je les aime bien, hein, je veux pas leur taper dessus, mais alors, ils font saison 18, épisode 19 et 20 en prime time, et du coup, on se dit, la semaine prochaine, il y aura les 2 premiers de la saison 19, et ben non, ils sont dans la foulée. Oh. C'est-à-dire qu'il y a, après, saison 19, épisode 1 et 2, 22h50 et 23h35. Mais vraiment, les gens se regardent 4 épisodes de Grey's Anatomy en pleine semaine. Je sais pas. Grey's Anatomy, moi j'ai souvenir d'avoir vu les saisons 1 et 2 sur TF1 le lundi soir en deuxième partie de soirée à l'époque. Et ça avait tellement cartonné que c'est à partir de la saison 3 qu'ils ont mis en prime time. D'accord. Là on est déjà à la saison 18 et 19. Et en fait, si je dis pas de bêtises, les audiences l'année dernière avaient beaucoup baissé. Et du coup, je pense que là, ils vont essayer de s'en débarrasser un petit peu. Je pense qu'ils s'étaient arrêtés avant la fin de la saison 18 en fait. Ouais. Et là, ils enchaînent ça. Et je pense que la raison pour laquelle ils passent beaucoup d'épisodes, c'est peut-être que ils se disent qu'il faut peut-être essayer de s'en débarrasser entre guillemets assez vite. Les séries médicales en ce moment, c'est quand même assez compliqué entre Good Doctor de Resident qui fait pas des audiences non plus faramineuses et puis New Amsterdam qui a eu le destin que l'on connaît. C'est vrai que c'est compliqué les séries médicales. Ouais, c'est sûr. Sur Arte, ce sera Casse-tête chinois. Bien sûr. Reste dans l'univers de l'auberge espagnole. Et puis, pour le coup, TMC et TFX, chaîne du groupe TF1, encore une fois, on les aime bien. C'est juste qu'on comprend pas trop ce qu'ils font en ce moment. Et là, c'est plutôt cool parce que c'est un spectacle en direct. Et en direct, c'est important de le noter parce que c'est super rare à la télé. C'est Arnaud Ducret. Son spectacle sera en direct au Casino de Paris. Moi, c'est un humoriste que j'ai vu surtout dans des films. Je connais pas trop ses spectacles, mais je trouve ça chouette que TF1 ose lancer du direct là-dessus. Et sur TFX, ça aussi, je trouve ça chouette. C'est une soirée spéciale manga. En fait, c'est pas des diffusions de films d'animation, mais c'est vraiment une soirée sur le manga documentaire. Ça s'appelle Manga Cosplay, dans les coulisses de la nouvelle folie des Français. Alors bon, même si je trouve que le terme nouvelle folie et le manga, ça fait quand même un moment que ça cartonne. Mais toute une soirée documentaire sur le manga en prime time sur une chaîne du groupe TF1, bah là, bravo, c'est chouette. En espérant qu'il ne fasse pas quelque chose de péjoratif, quoi. En espérant que ça vire pas trop dans les clichés, voilà, c'est exactement la suite de ce que j'allais dire. Et à condition, évidemment, que ça ne vire pas trop dans les clichés et tout ça, mais bon, en tout cas, au moins, le manga a une heure de grande écoute, on va voir ce que ça donnera. Sur C-Star, il y a The Circle, avec Emma Watson et Tom Hanks. Je sais que c'est un film qui a beaucoup déçu les gens, et moi qui m'a pas trop déplu à l'époque. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Emma Watson qui est embauchée dans une société de services internet et en fait Tom Hanks est le grand patron et il a des ambitions un peu troubles pour cette société. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'était sorti en 2017. Oui, j'ai pas vu. Et donc moi j'avais trouvé ça pas trop mal. Et puis Sister qui continue la diffusion de Belle et Sébastien. Ce sera l'aventure continue, la version 2015. Jeudi, Canal+ diffuse Bandit. Et c'est quoi Bandit ? Eh bien, c'est un Canal+ première avec Mel Gibson. Décidément, encore. Mel Gibson est à fond dans les Canal+ premières. Alors, j'ai vu Poker Face la semaine dernière. Je crois que dans plusieurs semaines, on va vous faire un petit sujet principal là-dessus, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Poker Face. Et là, donc, Bandit, c'est un film d'Alan Hugger avec Josh Duhamel, Elisha Cuthbert, qui jouait à l'époque, je sais pas si tu as vu 24 heures chrono, elle jouait Kim Bauer, la fille de Jack Bauer, et Mel Gibson. Ça se passe en 1985 aux États-Unis. Gilbert Calvan parvient à s'évader de la prison du Michigan où il purgeait une peine de 18 mois pour fraude. Le fugitif va donc se réfugier au Canada, rappelons que c'est un film canadien, sous une nouvelle identité, et décide de se ranger. Il va se marier et il est obligé de fuir de nouveau quand la police trouve sa trace. J'ai lu des critiques un peu partout sur Internet parce que le film est sorti ailleurs que chez nous. Et globalement, on nous dit que le scénario, c'est pas forcément un scénario très compliqué, mais que c'est un astucieux mélange de polar et de comédie et que c'est plutôt sympathique. Donc, je pense que je vais le mettre dans ma liste de films à voir à l'occasion. Ah, carrément. Ouais. M6, c'est à noter, diffusera la finale de Pékin Express. Et sur C8, c'est pareil, c'est assez chouette, même si c'est pas du tout mon genre de film, c'est une soirée Bruce Lee. Et je trouve ça cool parce que du Bruce Lee en prime time à la télé, on n'en voit jamais. Moi, je sais que les films de Kung Fu, c'est vraiment des trucs qui me parlent pas du tout.
j'ai pas du tout grandi avec ça. Je sais pas si Comic Eater nous écoute, il adore ça et j'ai jamais réussi à me plonger dedans. Mais c'est la Fureur du Dragon, suivi de la Fureur de Vaincre. Donc il y a le sport dans les vacances, voilà, se faire une soirée, pourquoi pas, hein, de 21h20 à 1h du matin presque, avec la Fureur du Dragon et la Fureur de Vaincre à la suite. Donc je salue l'initiative, vraiment c'est sympa. Et la Fureur du Dragon, c'est quand même le seul moment où tu peux regarder Bruce Lee et Chuck Norris se battre à l'intérieur du Colisée de Rome. Hein. Donc D'accord, bon bah je serai devant alors. Et en face sur TMC, eh bien soirée Amazing Spider-Man pour ton plus grand plaisir avec le 2 suivi du 1. Alors là, c'est pas illogique. Enfin, si vous allez me dire là pour le coup, c'est débile aussi parce que le 2 et le 1. Mais non, la semaine dernière, ils avaient mis le 1 en prime time. Voilà, donc là, c'est l'occasion de se rattraper pour des gens qui l'auraient loupé. Donc le destin d'un héros suivi de The Amazing Spider-Man, c'est un programme de TMC du jeudi 20 avril. Et enfin sur TF1 série film, Robin des Bois de Ridley Scott. Que j'avais plutôt apprécié à l'époque. Et sur Chéri 25. Qui a été diffusé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais, peut-être bien. C'était plutôt, non, c'était c'était l'autre, avec Taron Egerton de 2018 qui est passé récemment. Ah, ouais, c'est ça. Celui-là, c'est un peu plus ancien. Et à noter que sur Canal+ Cinéma, en inédit, c'est Halloween Ends avec Jamie Lee Curtis. C'est rare que ce soit Canal+ Cinéma qui est la primeur d'un film. Non, en général, c'est Canal+ qui le passe avant. Donc voilà, à noter. Et puis aussi sur Chéri 25, on vous dit quand il y a du cinéma à la télé, donc on continue, mais quand même, Miss FBI divinement armée, c'est pas forcément de très bon goût, d'Alexandra Bullock. Et on arrive, pour terminer notre programme, au vendredi 21 avril, avec pas de blockbuster sur Canal, mais le concert de Grand Corps Malade. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, hein, souvent Canal+ alterne le vendredi entre film et concert, ou spectacle. Et donc là, c'est Grand Corps Malade en concert, et sur M6, qui poursuit sur sa case cinéma. C'est vraiment un film que j'avais détesté en salle. C'est Tanguy 2, le retour. Le premier, je l'avais trouvé vraiment sympa, bah, c'était rigolo quoi, Tanguy. Et le 2, j'y allais plein d'entrain. Et je me souviens très bien de l'avoir vu en sortie nationale dans notre salle en 2019. Et la salle, il y avait du monde, hein, parce que le premier est populaire. Et je me souviens avoir été marqué par ce silence. Pas un rire dans la salle. À aucun moment du film. Oh là là. Et d'ailleurs, Télé Loisirs le note comme un film mauvais, carrément, desservi par un scénario prévisible, la suite totalement inepte d'un grand succès. Et en général, on sait que les programmes télé, ils sont plutôt bon public. Ils mettent plutôt des bonnes notes en général au film. Donc si là, même eux n'ont pas aimé, on est content qu'M6 passe du cinéma. Hein. C'est pas la question, mais bon. Et sur Gulli, il y a La Flûte à 6 Schtroumpfs. C'est un film d'animation de 1976. En fait, moi, j'ai jamais vu de film des Schtroumpfs, de film d'animation. Donc voilà, c'est peut-être sympathique. À voir ou ne pas voir, je ne sais pas. Et ainsi s'achève notre semaine de programme. Et je vous ai déjà donc un peu spoilé la semaine prochaine en vous disant qu'il y aurait Avengers Endgame sur TMC. Et je peux vous dire que d'ores et déjà aussi que le duel du dimanche soir, il va être encore un peu particulier. Ah. Voilà, je m'arrête là. Eh ben écoute, on a hâte, hein, parce que c'est vrai que cette semaine, c'était pas quand même très très folichon au niveau du programme alors qu'on est en pleine. Eh ben c'est pas folichon, mais c'est hyper intéressant, je trouve quand même du coup, parce que ça nous fait nous poser plein de questions. Ah bah oui, carrément. Eh ben écoutez, posez-vous aussi vous plein de questions. N'oubliez pas en vous posant plein de questions d'aller écouter notre hors-série interview. Du coup, on a eu un entretien avec Manuel Alduy, qui est directeur de la case cinéma et des fictions internationales de France Télévisions. C'était un honneur de l'avoir au micro de Critflix. En attendant, on vous demandera comme d'habitude de liker, de commenter, de partager. Essayez de vous abonner, surtout c'est important. On voit que vous nous écoutez beaucoup, mais vous n'êtes pas abonnés, donc abonnez-vous, comme ça vous aurez les prochains podcasts et vous pourrez nous écouter toutes les semaines. Merci beaucoup mon cher David pour encore toutes ces informations. On vous laisse, on te laisse, on se laisse aller se reposer un petit peu et revenir en forme la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec des nouvelles news, un nouveau sujet et une nouvelle chronique télévision. À très bientôt. Merci pour votre attention sur cette longue émission.